Bonjour Internet, bonjour YouTube. J'espère que je t'ai flingué les tympans, car ce que tu vas entendre aujourd'hui va te faire saigner des oreilles. Et bonjour Nico, comment que ça te va que tu vas... Écoute, ça allait bien jusqu'à ce que tu nous fasses cette très drôle de voix de petit vieux. Je sais C'est pas ma trop ce vraie qui t'a voix. pris. D'habitude j'ai une autre voix, mais là c'est ma vraie voix. Aujourd'hui, Alors, aujourd'hui, Jérémy, je te propose au programme, on va faire une double critique. Bah, je vais faire une double critique, toi tu vas subir ce que je vais raconter. Et on va, par rapport à cette critique, s'intéresser à deux, trois petits points sur ces jeux. Bah, vous allez voir tout ça dès qu'on aura fait d'abord la critique et la présentation du premier jeu. Alors, je te propose d'aller sur le petit notion que je t'ai préparé et on va parler d'un tout premier titre que j'ai acheté, cet été. J'ai dû faire une bonne trentaine de parties dessus. C'est localisé en français par, Gigamic et ça s'appelle Bellevue. Donc, dans Bellevue, la proposition, c'est tout simplement, de créer sa rue de, Graftonpand. Désolé, mais mon hollandais est vraiment pas au point. Ça veut dire maison de canal le long justement d'un des canals de Amsterdam. C'est le quatrième jeu d'un auteur qui s'appelle Zach Oextra. Si c'était possible d'avoir des noms. Je ne sais pas si tu arrives à prononcer ce nom, toi, Jérémy. bon, Ou pas du si- tout. Bon, voilà. Comme ça, je suis pas le seul dans la sauce. On va dire Zach Oestra. Voilà. Oui, au Euh, extra. Oui. Alors, ça fait un petit moment qu'il fait des jeux. Comme je dis, c'est son quatrième. Il faut savoir que le tout premier jeu qu'il a fait, c'est un jeu qui est classé en web publishing. C'est pas tout à fait du print template, c'est-à-dire que oui, vous pouviez télécharger la règle, mais ça vous prenait de disposer d'un certain matériel. Ça s'appelait Nil et c'était un jeu dans lequel vous deviez construire des pyramides. Par la suite, il a travaillé sur un, alors je sais pas comment tu appelles ce genre de jeu, mais c'est quand tu as plusieurs auteurs qui se regroupent sur un même titre où en fait ils vont utiliser le matériel qu'il y a dans le titre, mais de façon différente pour proposer des jeux qui sont aussi complètement différents. Là, ça s'appelle Bag Spider. Et justement, le matériel, c'est des araignées en plastique et un sac. Ils sont un bon paquet d'auteurs dessus. Et enfin, son troisième jeu, c'est Terra. C'est son premier titre qui a été publié en solo, parce que, comme je disais, Spider, c'était une collaboration. Et c'est un jeu où on reconstruit la ville qui se trouve sur l'île de Terra. Et si je ne dis pas de bêtises, aujourd'hui, cette île, on l'appelle, c'est là où il y a Santorini. Oui. Alors, pour revenir à ce que je disais, comme tu peux le constater, entre Nil, Terra et Bellevue, on a quand même une thématique qui revient, c'est la construction, hein. C'est un auteur qui aime bien travailler là-dessus. Et en fait, Bellevue, c'est tout simplement un petit jeu de cartes qui va utiliser de la façon la plus simple la mécanique de draft et de construction de tableau. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une mécanique de draft, c'est tout simplement une mécanique dans laquelle on va vous passer un paquet de cartes. Alors au début, ça vient de la pioche, puis par la suite, ça va venir de votre voisin. Alors selon les règles, c'est de droite ou de gauche, selon le sens imposé par la règle. Et généralement, quand vous recevez ce paquet, vous sélectionnez une carte, vous la posez devant vous. C'est ce qu'on appelle la zone du tableau. Et vous allez construire quelque chose. Et c'est comme ça que vous allez obtenir des points pour remporter la partie. Parce que oui, dans un jeu de société, le plus important, c'est de marquer des points. Et donc, ensuite, vous passez le paquet à votre autre voisin. Voilà, c'est aussi simple que ça, une mécanique de draft. Sauf que l'auteur, ici, il a décidé de prendre sa propre mécanique à contre-pied. Et je ne connaissais pas d'autres jeux qui faisaient ça. Peut-être que toi, tu as une plus grande culture ludique, tu vas m'en citer un. Ou alors, si vous en connaissez un n'hésitez pas à donner son nom dans les commentaires. Mais en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'entre le moment où tu récupères le paquet et le moment où tu sélectionnes une carte, lui, il a rajouté une règle, c'est tu en pioches une carte supplémentaire dans un des trois paquets qui est disposé devant toi. Alors, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Tout d'abord, c'est pour la cohérence de sa thématique, puisqu'en fait, on va construire des maisons le long d'un canal. Et donc, pour avoir une maison, généralement, ça vous prend au minimum
des fondations et une base. Ici, c'est ce qu'il appelle les cartes boutiques, et un toit. Voilà et après vous avez le choix si vous voulez de pouvoir mettre des étages. Les étages ici, c'est ce qu'il appelle les cartes fenêtres. Donc ces 3 types de cartes composent les 3 types de paquets et donc ben, concrètement, vous ne pouvez pas construire un toit comme ça dans le vide, ça n'aurait aucun sens. Donc si à un moment donné, vous vous retrouviez avec que des cartes toit en main, et ben, vous seriez bien embêté. Donc le fait de pouvoir aller repiocher, ça permet de contrecarrer cela. La 2e raison pour laquelle il a fait ça, à mon sens, c'est parce qu'il y a une question de scoring. Il faut savoir que, tu sais, on a ce terme qu'on utilise souvent pour les jeux, le fameux terme de la salade de points. C'est, des jeux généralement où il y a du scoring qui vient de plein d'endroits partout. Ça fait plein d'ingrédients qui, à la fin, viennent composer ta salade et ton score final. Ici, on pourrait plutôt parler d'un sandwich de points, tout simplement parce que la carte toi et la carte boutique, ce qui fait le pain de ton sandwich, ce sont, des cartes qui vont, te faire du scoring de fin de partie. C'est généralement du scoring qui est, lié à des commandes. Par exemple, tu dois avoir tel ou tel, item au minimum dans ton tableau. Par exemple, il te faut, au minimum 3 chats. Parfois, ça va être de la figure de construction. C'est par exemple, il faut que cette maison fasse au minimum 4 étages ou alors, du type, il faut que cette maison soit plus grande que la maison qui est à sa gauche. Donc voilà, ça, c'est des points que tu vas pouvoir récupérer si tu, remplis les commandes. Il faut savoir aussi que tu as, des commandes d'interdiction. C'est par exemple, tu peux avoir des cartes scoring qui vont dire que tu vas récupérer des points si tu n'as, par exemple, aucune mouette, dans ton élément. Et tes cartes fenêtres vont composer en fait ce qui te permet de scorer, puisque c'est sur les fenêtres que vont se trouver les différents éléments. Alors tu as les pots de tulipes, les chats, les drapeaux de la ville d'Amsterdam et les mouettes, généralement, qui vont scorer. Sachant que, comme on est en Hollande, bah, les pots de tulipes ramènent automatiquement un point. Voilà. La troisième raison pour laquelle il fait ça, c'est que généralement dans une mécanique de draft, et contredis-moi hein, si tu connais un contre-exemple, mais ce qui fait le timer de la manche ou de la partie, c'est la taille du paquet de cartes. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu en sélectionnes une et que tu passes le paquet à ton voisin, ben, ce paquet il diminue et à la fin, quand il n'y a plus de cartes, ben, ça met soit fin à la manche, soit fin à la partie. Sauf que dans la configuration de Bellevue, comme à chaque fois que tu récupères un paquet de cartes, tu pioches une carte, et ben, quand tu en choisiras, tu auras toujours 4 cartes en main. Et quand tu passeras ces cartes à ton voisin, il y en aura toujours 3. Donc, tu n'as plus ce timer naturel de la mécanique. Et lui, ça lui permet de remplacer ce timer par une forme de course, puisque en fait, la partie va s'arrêter à partir du moment où un joueur va avoir posé son quatrième toit. Moi, je trouve ça assez intelligent parce que l'un des défauts qu'on l'on peut souvent avoir justement dans les, jeux de draft avec construction de tableau, c'est que tu es un peu le nez dans ton guidon, à jouer un peu tout seul dans ton coin, sauf dans, alors c'est encore discutable, hein, parce que par exemple, si je prends, Seven Wonders, oui, tu regardes ce que font tes voisins parce que, il y a cette mécanique de guerre qui fait que tu te bats avec ton voisin de droite et ton voisin de gauche à chaque tour. Mais est-ce que tu regardes vraiment ce qu'ils sont en train de faire? Tu comprends ce que je veux dire, Jérémy? Oui. Moi, j'ai l'impression que Seven Wonders, il y a quand même une grosse partie du jeu que tu fais tout seul dans ton coin. Et c'est souvent la critique. Moi, j'aime beaucoup les jeux de draft, mais c'est souvent la critique que je peux faire à ce genre de titre. Est-ce que toi, tu connais des jeux de draft où il y a un peu plus d'interaction? Bah, je les ai pas en tête, là. D'accord. J'ai- Moi, je t'avoue que, alors, Bellevue, c'est juste une course au toit. Donc oui, ça t'oblige à regarder. On va pas non plus dire que l'interaction est hyper forte, tu vois? D'ailleurs, on pourrait même dire que tu perds une partie de l'interaction. Parce que souvent, dans une mécanique de draft, un truc qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle le contre-draft, c'est-à-dire enlever les cartes qui pourraient intéresser ton voisin. Sauf que là, vu qu'il peut repiocher, est-ce qu'il y a un grand intérêt à lui enlever la carte? La question se pose. Alors, ça reste basé sur de la chance, hein, parce que c'est de la pioche. Donc, inévitablement, je veux dire, il peut ne pas avoir ce qu'il voudrait. Mais oui, ça va amoindrir cela. Sans pour autant non plus, parce que justement c'est du hasard, sans pour autant non plus dénaturer complètement le draft. Parce que de toute façon, ce qui reste le choix le plus important dans son jeu, c'est la carte que tu vas installer dans ton tableau.
Et ça, pour moi, c'est ce qui est important dans un jeu de construction de tableau. Il faut que ce choix-là, il te coûte quelque chose. Heu, Est-ce que je vais rajouter une boutique, sachant que au final, pour remporter une partie, j'en ai besoin que de 4. Est-ce que, je vais, sacrifier un immeuble et potentiellement ne pas scorer quelque chose? C'est un choix que tu vas devoir faire. Des fois, tu vas aller au-delà de certains scorings. Par exemple, on te demande d'avoir 3 chats, et ben, tu vas aller à 4 ou 5 parce que tu veux faire un immeuble de tant d'étages. C'est là où, pour moi, la tension du jeu doit être, et au final, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans ce titre-là, sur les parties que j'ai fait, ce n'est pas toujours celui qui met fin à la partie, qui la remporte. Non, parce que le scoring, il va effectivement venir du sandwich, comme je disais, mais tu as aussi celui qui fait la plus grande surface qui va scorer des points. Et tu vas pouvoir aussi avoir des scorings qui peuvent être plus intéressants que d'autres sur certaines cartes. Donc tu peux passer du temps à vouloir construire une maison et inévitablement remporter la partie alors que tu n'as posé que 3 toits. Donc le jeu me semble équilibré, le design me semble intéressant en tant que titre, et jusqu'à présent, je n'ai fait parler que de l'aspect mécanique, et c'est complètement voulu. Parce que pour moi, l'une des forces de ce titre, c'est son design artistique. C'est signé par Jason Graber. On est dans un jeu qui est très pastel. Et en fait, quand tu regardes à quoi ça ressemble justement ces fameuses maisons de canaux sur Amsterdam, tu te rends compte qu'on n'est pas très loin de la vérité. Alors, je t'ai mis un petit lien vers le site de l'UNESCO, parce qu'il faut savoir que ces maisons sont classées comme patrimoine culturel à l'UNESCO. Et en fait, ce sont, en plus, en termes de thématique, c'est assez bien respecté. Alors, on peut discuter sur les couleurs dans le sens que, au bout d'un moment, en fait, comme tu vas enchaîner les immeubles, les étages, excuse-moi, et que tu vas pas forcément faire des maisons qui sont unies, est-ce que le thème est complètement respecté? Bon, c'est pas très grave. Oui, on a des maisons multicolores dans Bellevue, alors que dans la réalité, elles sont unicolores. Unicolores ou monochromes? Unicolores, hein, on dit. Unicolore. Mais en tout cas, oui, moi je trouve qu'au contraire, il respecte bien le thème. Alors, certes, tu as le côté des couleurs qui peuvent un peu faire, comment dire, comment on appelle ça, harlequin, quoi, tu vois. Mais Oui, en réalité, il respecte bien, puisque effectivement, toutes ces maisons sont connues pour avoir la boutique en bas. C'est comme ça qu'elles ont été faites. Tu oui. retrouves exactement les toits. J'allais arriver Ouais. là-dessus. C'est-à-dire, oui, c'était mon deuxième point. Merci d'avoir pris un peu d'avance, Jérémy. Okay. Mais effectivement, alors, c'est pas forcément des boutiques au jour d'aujourd'hui, mais c'était souvent des boutiques à l'époque, hein, parce qu'elles étaient sur le bord des canaux. Et comme tu le vois sur la photo, souvent le premier étage, c'était une zone de stockage. Donc tu vois, là, tu as ces fameuses portes qui s'ouvraient sur les canaux, où ils pouvaient justement décharger ceci. Et il faut savoir que la raison pour laquelle justement les boutiques et les toits scorent en fin de partie, c'est que souvent le toit aussi était utilisé pour entreposer les marchandises, et il y a souvent des poulies qui étaient placées sur ces toits pour pouvoir justement monter les boutiques, excuse-moi, les marchandises à l'étage, et le commerçant, lui, habitait dans les étages qui étaient entre la boutique et le toit. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Oui, oui, il y a plusieurs choses. Vas-y. Bah, d'abord, pour les gens qui ont... c'est assez connu, et notamment bah, pour les gens qui ont lu le journal d'Anne Frank, bah, Mhm. c'était là où elle était cachée avec sa famille. À l'époque, c'était dans une maison comme ça. Donc c'est Mhm. assez connu. Donc si on a lu le journal d'Anne Frank, on peut aussi s'imaginer un peu plus, même si le fait qu'a été caché, on n'a pas toute la maison, mais on a déjà un peu toute cette ambiance. Et je crois que si je dis pas de bêtises, il me semble à l'époque, parce qu'on en avait déjà parlé de Bellevue, l'auteur en fait est allé aux Pays-Bas et est tombé amoureux en fait de ces habitations. Et Alors, c'est l'auteur est d'origine, d'après ce que j'ai lu, néerlandaise, donc il est hollandais. C'est en arrivant à Amsterdam qu'il est tombé amoureux de. ouais. Il l'a dit dans une entrevue, je l'ai noté. Est-ce que j'ai noté Je Et crois que oui, c'est sur le site de l'éditeur qu'il en parle. Il y a cette petite référence. C'est oui, ça. qu'il est vraiment tombé à ça. Et moi, ce que j'aime bien aussi,
dans le respect, c'est que tu peux pas ouvrir, donc si on en revient au fameux tableau Builder, qui était là, si je dis pas de bêtises, hop, je vais essayer de cadrer un peu mieux. On peut pas ouvrir autant de maisons qu'on veut. Donc on peut poser jusqu'à 4 boutiques, mais on peut pas faire par exemple 8 colonnes, quoi. Et Alors, techniquement, si, tu peux le faire, c'est juste que tu vas scorer. En fait, pour mettre fin au scoring, il faut qu'il y ait 4 toits qui soient posés. Mais à ce moment-là, en fait, si jamais tu n'as que les boutiques, tu ne scores que la carte du bas. Oui. Et donc ça va te coûter. Ce qui est bien, c'est que c'est ça. C'est à l'origine, tu avais une taxe en fait, une taxe à la largeur. C'est pour ça que ces maisons montent aussi haut. Et comme tu le disais, il y avait ce fameux grenier, etc. Parce qu'on pourrait se dire c'est un peu absurde. Non, c'était pas absurde, c'est que c'était moins coûteux d'avoir un seul immeuble comme ça que d'avoir un grand entrepôt comme on pouvait l'avoir plutôt dans nos régions, quoi. Tout à fait. Et toutes ces informations-là, vous allez pouvoir les retrouver sur le site de l'UNESCO. Il y a une explication qui est très très intéressante justement. Effectivement, il faut savoir souvent aussi que ils achetaient les maisons comme ça à plusieurs familles, à plusieurs membres d'une même famille. Comme ça, ils pouvaient se passer le stock entre eux. Et ça arrivait même, il semblerait que ça soit déjà arrivé, que il y ait des familles, il y avait une maison qui était réservée pour le stock et la boutique, et eux habitaient dans celle qui était à côté. Donc voilà, il y avait effectivement, historiquement, il y a tout. C'est assez riche, tu vois, c'est intéressant. Alors moi, j'en ai jamais vu, hein, je suis allé à Amsterdam, et j'avoue que je me suis pas promené sur les canaux. Mais ouais, voilà, quelque chose dans le patrimoine, tu sais, tout à l'heure, quelqu'un faisait référence à la ville la ville de Burano, qui est sur une île, hein, en Italie. C'est sur une île ou mais ouais, qui est aussi une ville qui est connue pour ses maisons très colorées et son paysage assez atypique. Et je trouve ça cool qu'on ait gardé, qu'on ait conservé un petit peu ce patrimoine-là, tu vois, alors que ce que je trouvais un peu triste de mon passage en Amérique du Nord, donc au Québec, c'est en Amérique du Nord, ils n'ont pas cette culture-là. Et beaucoup du vieux Montréal, par exemple, a maintenant disparu, et tu perds un pan de ton histoire, tu vois. Mais ici, ce qui est, donc je disais, sa force, c'est son design. Donc déjà parce que il fait référence à cela, mais aussi parce que tu as un design qui est très épuré. Il y a pas de texte sur les cartes. La structure des cartes fenêtres, ce sont des cartes qui sont, en fait, tu as une moitié de la carte qui est exploitée, l'autre moitié étant juste là pour venir se placer sous les autres cartes pour justement, pouvoir construire ton tableau. Et en fait, les éléments de scoring, ils sont très visuels. C'est-à-dire, c'est vraiment ça ressort dans le paysage que tu es en train de construire. Tu vois très bien les chats, tu vois très bien les oiseaux. Alors peut-être un petit peu moins les drapeaux de Amsterdam, et c'est d'ailleurs, je ne savais pas à quoi ressemblait le drapeau de la ville, maintenant je le sais. Mais voilà, c'est quand même des éléments qui sont assez bien mis en valeur, ce qui en fait que un petit jeu qui est à la fois promoteur de culture, mais aussi un petit jeu assez accessible à tout le monde. C'est vraiment, à mon sens, le jeu qui d'ailleurs, je pense qu'il est bien sorti, hein, pendant la période, des vacances, parce que c'est le jeu que tu peux trimballer partout. Et il faut reconnaître que ces petites boîtes, alors moi, je n'étais pas très fan des boîtes en biseau à l'origine de chez Gigamic, mais là, ça donne un beau, coffret à l'ensemble. C'est des petits jeux qui se baladent bien, ça se sort facilement avec la petite languette et tout. C'est plutôt très cool. Sauf qu'il faut savoir que le jeu, il rentre en plus dans une certaine façon de penser. Je vais m'expliquer. En fait, l'éditeur à l'origine de ce titre, c'est Wolfhorn, donc le loup licorne. C'est un éditeur hollandais. C'est le patron de la société s'appelle Ruud Nederpelt. Je suis vraiment désolé, hein, je massacre les noms, les noms hollandais. C'est vraiment, c'est une langue qui est pas si simple, hein. Hem, et en fait, la maison d'édition, donc de Wolf of Game,
À la base, ça avait l'air d'être une maison qui était plus pour de l'autoproduction, hein, puisque le premier jeu qu'elle a mis en avant, c'est justement un jeu de son créateur. C'était passé par Kickstarter. Mais c'est une maison qui prône certaines valeurs, notamment, ils aident à la création de jeux. Ils offrent un package complet. Tu l'as, en haut dans un des onglets. Tu as justement le package qui t'amène pour faire du design, du graphisme, des illustrations. En fait, ils proposent d'accompagner les auteurs de jeux, dans leur création et dans leur développement. Ils veulent, faire les choses de manière écologique, ils le revendiquent en termes de matériaux et de production et ils mettent beaucoup en avant le fait qu'ils veulent encourager les nouveaux talents et notamment les talents hollandais et ils ont un partenariat avec, une association, qui s'appelle Amsterdam Board Game Design et qui est en fait un collectif de concepteurs de jeux de société, comme leur nom l'indique, qui est basé du côté d'Amsterdam. Et ce collectif-là, eux, a à peu près les mêmes valeurs justement que la maison d'édition. Alors, j'ai pas trouvé si justement il y avait un lien de création entre les deux. En tout cas, c'est le collectif, il propose justement de favoriser la création des, des anciens et des nouveaux créateurs grâce justement à la possibilité de faire des prototypes et d'avoir des retours de la part des membres de l'association sur ces jeux avec ce qu'ils disent un feedback assez régulier. Ils organisent aussi des rencontres, donc ils ont dans un bar où ils font tester les prototypes. Ils ont une activité en ligne qui est assez intéressante puisqu'ils sont à la fois sur des sites tels que Discord, mais ils proposent aussi un wiki pour expliquer. Il y a des vidéos, il y a tout un tas de recommandations et ils tentent de participer au plus d'événements importants du monde du jeu de société, hollandais. Et enfin, ils ont décidé, eux, d'aller sur, Kickstarter. Alors tu peux voir si, tu mis le lien. En fait, ils fonctionnent par saison et à chaque saison, ils proposent 3 jeux et Bellevue fait partie de la première saison aux côtés de Time Zoo. Time Zoo, c'est un jeu, excuse-moi, du, directeur donc de la maison d'édition et tu avais, j'ai oublié le nom du Babel. truc. Ouais, Babel, c'est ça. Donc ça, c'est pour la première saison. Alors tu peux constater, ça a été un petit Kickstarter, dans le sens que, c'est pas non plus, folichon. Ça a pas l'air folichon en termes de résultats. On est sur, alors attends, j'ai mis les chiffres. 500 boîtes, hein. Enfin 500 contributeurs pour 14 800 euros. Ouais, voilà. Alors ça paraît tout petit, mais des retours que eux en font sur, le site donc de Amsterdam Board Game Design, c'est au-dessus de ce à quoi ils s'attendaient. Ils s'attendaient à faire beaucoup moins que ça, donc ils sont assez contents du succès. Ils ont été tellement contents qu'ils ont fait une saison 2, qui a eu un petit peu plus de succès. Pareil, toujours des petits jeux et tout ça. Par contre, sur les 2 propositions pour l'instant, alors l'autre, la saison 2, je triche un petit peu parce que la saison 2, elle est vraiment pas vieille, je crois qu'elle s'est terminée il y a pas longtemps. Mais sur la première saison, il n'y a que, Bellevue, qui, soit arrivé par chez nous et alors je trouve ça intéressant que ce jeu, justement comme tu le disais, avec ce design qui respecte, sa thématique, se retrouve justement dans la première saison, d'un groupe qui s'appelle Amsterdam Board Game Design et tu as presque l'impression que c'est leur carte de visite. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Donc voilà, un petit jeu passé par Kickstarter. Alors, moi, je t'avoue que, je pensais que, ce jeu-là, Gigamic l'avait trouvé, lors d'un grand rassemblement, où il y avait d'un éditeur qui faisait du jeu de cartes depuis un petit moment. Donc déjà, j'étais surpris de voir qu'en fait, que ça soit l'éditeur ou, l'auteur, c'est des gens qui sont là depuis certes un petit moment, mais qui en termes d'expérience, n'ont pas sorti, 240 000 projets non plus, tu vois? Donc ils sont quand même assez nouveaux, dans le domaine et au final, ben, tu te retrouves avec un produit,
qui est quelque part le représentant de sa thématique et ça, je trouve ça vraiment très, très cool. Le truc aussi, c'est que, on en a déjà parlé, hein, ces fameuses boîtes en biseau, si elles sont pas pratiques à, ranger dans nos ludothèques, hein, parce que, finalement, moi, je les range de plus ou moins couchés, couchés sur la tranche, parce que tu peux pas empiler sur le biseau. Ça tient pas. Mhm. C'est même si tu mets biseau contre biseau, ça glisse au bout d'un moment. Mais en tout cas, en boutique, c'est des boîtes qui se repèrent assez rapidement. Donc tu repères souvent la collection, des petits jeux de Gigamic. Ça s'identifie bien. Je trouve que le jeu avec sa couverture, a quelque chose d'attirant. Moi, j'avoue, on me l'a proposé. Alors, j'avais vu passer, le jeu lorsqu'il est arrivé en boutique. Je l'avais trouvé sympathique et quand on m'a proposé de le tester, bah, j'ai tout de suite dit oui et je l'ai acheté instantanément parce que je savais que, avec, mes 2 garnements, c'était le genre de jeu qu'ils aimeraient bien et au final, ici à la maison, tout le monde l'a aimé. Alors, je vous dirais pas que c'est une pépite ludique, déjà parce que c'est pas mon style. Deuxièmement, parce que je trouve que ce terme, comme le terme de banger, a inévitablement perdu de sa saveur parce que toutes les semaines, on a des bangers qui disparaissent la semaine d'après. Mais pour moi, c'est un jeu qui me semble facile à vendre. Facile parce que déjà, comme je l'ai dit, de par la boîte et de par la couverture, il attire le regard. Et en plus, Gigamic là-dessus, je trouve qu'ils font un travail qui est assez intéressant hein, parce que tu as juste à retourner la boîte pour comprendre. Je crois que je t'ai mis sur le site de Gigamic, tu peux voir le quatrième de couverture, pas de bêtises. Et en fait, le jeu est quasiment expliqué sur le quatrième de couverture. Donc, tu as juste à regarder à l'arrière et à donner un coup d'œil, quoi. Et même, je pense que en boutique, alors j'ai posé la question à quelques boutiquiers et effectivement, cet arrière, ce quatrième de couverture facilite l'explication de règles très rapidement. Et donc, c'est un produit qui me semble facile à vendre. Alors maintenant, il faudrait voir les résultats hein, pour pouvoir en tirer la conclusion qu'il faudrait en tirer. C'est un jeu qui devrait trouver son public. Maintenant, comme je le dis, il faudrait voir les ventes pour voir si le jeu l'a trouvé ou pas. Je te propose qu'on passe au deuxième titre. Ou est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur Bellevue? Non, non, c'était un. Enfin, moi, j'avais eu, on en avait déjà parlé, mais moi, j'avais une belle expérience parce que justement, je trouve que cette. D'ailleurs, ça me fait penser, c'est assez marrant parce que je crois que j'y avais joué avec Sylvie, qui est quelqu'un que j'ai interviewé là il y a quelques jours. Donc, vous aurez la vidéo prochainement. Et qui justement, donc, bon, on avait passé un très bon moment parce que ce draft, en fait, il n'est pas aussi hasardeux qu'il y paraît, puisque tu peux avoir un contrôle sur ce qui va te revenir en main, que tu peux garder, en fait, pour avoir pour plus tard, et tu peux un peu imposer à l'autre d'aller piocher, et donc d'aller au hasard. Il y a quand même du contrôle, etc., donc ça reste une fois... C'est-à-dire que contre draft, tu le changes en enlevant la carte, c'est-à-dire que l'exemple que je donnais tout à l'heure de te retrouver toi avec trois toits en main, parce qu'en fait, il y a toujours 4 cartes qui circulent, il y a toujours 3 cartes que tu récupères, excuse-moi. Toi, te retrouver avec 3 cartes toi en main, ça t'oblige à devoir en piocher une. Mais potentiellement, tu peux décider, toi, de piocher une carte toi, pour que refiler 3 toits au joueur qui est après toi pour venir lui l'embêter. Donc oui, le contre-draft, en fait, tu as raison, Oui. il passe de je t'enlève la carte dont tu as besoin à je vais t'obliger à piocher et peut-être que tu n'auras pas ce que tu as. Oui, et puis comme c'est simultané, tu as aussi ce côté-là qui est assez agréable, c'est que le jeu est fluide, tu perds pas de temps à trop attendre, etc. Et je parlais de Sylvie parce que justement, elle est restauratrice d'œuvres de papier, et une des questions que je lui ai posées, c'était justement sur quelle était la bonne méthode pour conserver notamment ces jeux, était la fameuse question de l'horizontalité ou de la verticalité du rangement des boîtes. Et donc, vous aurez la réponse de ce qui est le mieux à faire dans la vidéo qui sortira dans quelques jours, au début de semaine prochaine. Que tu parlais de comment ranger Bellevue à cause des boîtes biseau. Voilà, c'est juste ça. Voilà. Est-ce qu'on passe à Neko Syndicate ou tu avais encore quelque chose d'intéressant à dire? On peut avancer. Enfin, j'avais des choses pas intéressantes à dire, donc du coup, on peut passer à... Non, mais merci d'avoir fait ce rajout.
effectivement, je l'avais mis dans mes notes et je l'ai complètement oublié parce que je voulais pas que l'émission dure trop longtemps. Mais bon. Alors, Neko Syndicate, c'est un jeu qui a été localisé par Pixie Game. Le pitch, très rapidement, c'est construisez votre réseau de production et de distribution de sushis dans la ville de Minigota pour démontrer que votre chef de clan est le plus à même pour remplacer le Kumisho. Alors, le Kumisho, pour ceux qui ne le savent pas, c'est généralement le grand chef de clan d'un clan de Yakuza. Voilà, comme ça j'ai dit 2 fois le mot clan dans une phrase et ça fait une phrase très très lourde à prononcer. C'est le dernier titre localisé en français de Danny Garcia, qui est un auteur quand même qui est plutôt productif, puisque en 2014 sont arrivés chez nous Barcelona et Arborea. En 2025, on a eu 20 000 Vallées et on devrait avoir bientôt Datoshi, donc Neko Syndicate qui est arrivé avant Datoshi. C'est un auteur qui a quand même des thématiques assez particulières, puisque dans Arborea, on va envoyer des pèlerins sur des sentiers pour pouvoir construire un paysage qui est capable d'accueillir des animaux. Dans Barcelone, on poursuit le travail donc de Gaudi et on restructure la ville. Dans Datoshi, on construit une ville sur un territoire de yokai. Dans Mille Valley, on est de nouveau de retour en Hollande et on cultive des tulipes. Et dans Neko Syndicate, comme j'ai dit, on livre des sushis avec un clan de Yakuza de chats. Mais tu vois, pour 2026, quand je te dis que c'est un auteur qui est productif, il y a 2 titres. Les 2 ont l'air, en termes de thématique, assez intéressants. Le premier, pour l'instant, en anglais, s'appelle Coming of Age. Et en fait, tout simplement, c'est un jeu dans lequel on va passer de l'enfance à l'âge adulte. Donc, en fait, les choix qu'on va faire à l'enfance vont impliquer les décisions qu'on va avoir à l'âge adulte. Alors, je me demande comment est-ce qu'il va traduire ça en termes de mécanique. Parce que ce qu'on peut lui faire comme reproche, souvent au jeu de Danny Garcia, c'est qu'il y a une thématique qui est alléchante, mais certains de ces jeux sont assez plaqués. Et ensuite, il y en a un autre titre qui va s'appeler le Voynich Puzzle. Alors, est-ce que tu connaissais le manuscrit de Voynich? Je sais Pas si je du tout, prononce bien. non. Alors, il semblerait que c'est un manuscrit qui date du Moyen Âge, et c'est encore au jour d'aujourd'hui une véritable énigme. Donc, ça fait plus de 600 ans qu'ils essayent de le traduire. Et donc, ils proposent un jeu. Si jamais tu vas sur, ouais, voilà. Tu vois, le matériel du jeu a l'air assez joli, mais a l'air aussi assez énigmatique. Toi, tu as des pièces de puzzle, tu as différents types de plateaux avec des illustrations. Donc là, par exemple, tu as les nymphes avec l'eau et tout ça. Ça a l'air très mise en scène comme plateau de jeu. Je t'avoue que je suis assez intrigué de voir comment le produit va se dérouler, quoi. Ouais, magnifique. Alors, petite précision, alors j'avoue que moi j'ai cherché hier soir. Quelqu'un nous dit que potentiellement il y aurait une preuve que ça serait un fake, ce manuscrit. Bon, en tout cas, c'est la thématique de son jeu. Espérons Effectivement, que ce soit pas un fake, ton jeu. non, mais si ça fait 600 ans qu'ils essayent de traduire un truc qui est un fake, je pense qu'il y a des gens qui doivent avoir le seum. Oui, oui, bah, c'est comme... T'imagines qu'en fait le manuscrit, ça peut être 2 moines complètement bourrés qui ont décidé de faire une farce, tu vois? Il y en a bien qui ont fait ça pareil pour Nostradamus, quoi. Donc, Ouais, dans Nostradamus. Voilà, quoi. Ah! Donc voilà, un auteur très prolifique qui a l'air de vouloir sortir tout ce qu'il a envie de sortir parce que malheureusement, il est atteint d'une grave maladie, la maladie de Charcot. Donc c'était, je t'ai mis, il y avait un petit article sur Ludovox qui en parlait. J'ai connu quelqu'un moi qui a été touché par cette maladie, c'est assez terrible. Donc petite pensée à lui. Mais voilà, hein, depuis 2004, hein, on est déjà à 5 titres qui sont sortis de cet auteur. Donc on va lui souhaiter quand même de tenir fort. Et pour en revenir à donc Neko Syndicate, en termes de jeu, on est sur ce qu'on pourrait appeler un jeu de... Alors, j'ai pas de terme en français, peut-être que toi t'en as un.
En anglais, ils appellent ça du pattern building. C'est-à-dire tu construis un pattern que tu vas répéter plusieurs fois dans le jeu. Et ici, en fait, ce que tu vas construire, c'est une pyramide de cartes qui va te donner des chemins d'action. Je ne sais pas s'il y a un terme français pour ça. Pas du tout. Enfin, je crois pas. Ça me dit rien. Faudrait demander. Ça, c'est typiquement les questions qu'il faut poser à la proxy team, un proxy jeu. Eux sont plutôt spécialisés là-dedans pour décrypter et trouver les bons termes qui correspondent et même remonter aux origines. Bon, et ben, en fait, Neko Syndicate, la règle est pas compliquée. C'est vraiment un jeu dans lequel tu vas prendre ton meeple, le mettre au début de son chemin, et donc au début de ton chemin, c'est une carte, et tu vas choisir une des deux actions de cette carte, et tu vas descendre sur les cartes suivantes une fois que tu auras exécuté ton action, en choisissant l'une des deux actions une fois de plus, jusqu'à ce que tu ne puisses plus descendre parce qu'il y a plus de cartes en dessous. Il faut savoir que tu vas faire une pyramide de 4 étages. Et voilà. Après, le reste, c'est comment tu scores et quelles sont ces actions. Donc la règle est plutôt simple. Pourtant, le jeu, lui, ne l'est pas complètement. Parce que Danny Garcia, c'est le genre d'auteur qui aime beaucoup les choix cornéliens ou shakespeariens. Hein, choisissez le dramaturge que vous voulez. C'est-à-dire qu'il aime vous mettre face à une situation qui va vous demander, en termes de choix, quelque chose qui va vous coûter. Dans Arborea, par exemple, il y a cette espèce de système de ressources. Tu vas, pendant ton tour, générer ces dernières, mais tu vas pouvoir soit les utiliser, et à ce moment-là, tu vas pouvoir construire tes environnements pour accueillir des créatures et espérer du scoring de fin de partie, soit tu vas les laisser et tu vas pouvoir avoir du scoring grâce à ces ressources, mais ça va être du scoring immédiat en échange du fait que comme le pot de ressources est commun à tous les joueurs, eh ben, les autres vont pouvoir profiter de ces dernières pour pouvoir faire leur construction à eux. Donc tu es vraiment sur ce dilemme de est-ce que je vais être égoïste ou est-ce que je vais partager et je vais gagner des points avec. Dans Barcelona, il y avait un truc un petit peu comme ça qui était assez drôle. C'est-à-dire que pour avoir une action sur le plateau de Barcelona, il faut que tu passes une pile de 2 citoyens, de 2 habitants, je crois qu'ils appellent ça. Et c'est grâce aux habitants que tu vas pouvoir construire tes immeubles. Sauf que comme tu laisses une pile de 2, eh ben, tu vas laisser la possibilité au joueur qui est après toi de faire une construction mieux que la tienne. Donc, tu es tout souvent là tiraillé entre j'ai besoin de cette action, oui, mais potentiellement l'autre il va pouvoir mieux scorer plus que moi. Dans le jeu Windmill Valley, tu as une roue d'action. Et en fonction de ton déplacement sur ta roue d'action, tu vas pouvoir faire monter l'eau. Et comme on est en Hollande, on sait que la montée des eaux est importante. Sauf que plus tu avances sur ta roue, plus tu approches de la fin de partie. Donc là aussi, tu es en termes de choix. Est-ce que j'ai besoin de cette montée d'eau, mais est-ce que je veux que la partie elle finisse tout de suite ou est-ce qu'il faut que j'attende? Tu es dans un dilemme. Et on en avait parlé de Datoshi, même si on l'a pas essayé. Dans ce jeu-là, ça va vraiment être que tu vas pouvoir construire les quartiers de ta ville, mais que en échange, tu vas déclencher la colère des yokai. Et donc, les yokai vont venir détruire ton plateau. Donc, on voit que dans chacun de ces jeux, il aime quelque part que le joueur se pose la question et que le choix qu'il fasse lui coûte quelque chose. Tu vois. Bon, et ben ici, dans Neko Syndicate, le choix, il est simple. Où est-ce que je place ma carte? Parce que en fonction de sa position sur ta pyramide, en fonction de l'étage où tu mets cette carte, va dépendre, un, son scoring, deux, le nombre de fois que tu vas pouvoir répéter cette action pendant ton tour. Parce que la carte qui est tout en haut, c'est celle qui score le plus en fin de partie, parce que sur chaque carte, tu as des commandes en haut et des actions qui sont en bas. Donc en haut, le scoring de ta carte est multiplié par 4. Par contre, l'action, tu vas ne pouvoir la faire qu'une fois. 2 fois au deuxième étage, 3 fois au troisième et 4 fois au quatrième étage. Par contre, celles qui sont au quatrième étage, donc qui sont à la base de ta pyramide, ben, en termes de scoring, les commandes seront multipliées que par 1. Donc savoir si cette action-là, j'en ai vraiment besoin, du coup je suis plutôt intéressé à la mettre en bas, mais quelque part, elle pourrait me ramener pas mal de points parce que tu as des commandes qui vont juste te permettre de scorer tes sushis et d'autres qui vont te ramener des points supplémentaires. Donc ça là, c'est intéressant de les avoir hauts pour pouvoir avoir un multiplicateur sur ce scoring supplémentaire. Et ben ce dilemme-là fait que ce jeu, en termes de puzzle, ne se limite pas à juste
comment placer ma carte pour pouvoir l'optimiser dans mon prochain déplacement. C'est vraiment aussi en termes de oui, mais si jamais je mets cette action en bas, certes, je perds du scoring, mais d'un autre côté, cette action, comme j'en ai vraiment besoin, je vais pouvoir la répéter 4 fois. Et en termes d'action, le jeu est très simple. Il y a une action qui est fondamentale, c'est l'action de la cuisinière, c'est-à-dire que tu as deux types de sushis. Tu as les sashimi, donc c'est juste le morceau de poisson, et tu as les nigiri, qui sont posés sur. J'espère que je ne me suis pas trompé. J'y connais rien en sushi. Je trouve, j'en mange, mais après, j'y connais rien. Je sais pas faire la différence entre un nigiri et un maki. J'ai une bille, tu vois. Mais voilà, la cuisinière, c'est celle qui te permet de mettre tes sushis sur du riz. Et il faut savoir que les sushis sur du riz, généralement, c'est ceux qui sont associés à des commandes qui vont te rapporter des points supplémentaires. Comme tu le montres, par exemple, sur la carte, là, c'est la carte généralement de départ. Tu as un +2 si tu complètes toute ta commande. Donc, en dehors de cette action, les autres, en plus, elles sont plutôt bien trouvées. C'est-à-dire que tu as une action qui te permet de générer des sushis de ta réserve. Il faut savoir qu'on commence tous avec 8 cubes de chaque sushi. Et on devra faire toute la partie avec ces 8 cubes, ce qui veut dire qu'en termes de réflexion, on est limité. Si j'ai plus de thon, eh ben, je peux plus fournir de commandes où il y a besoin de thon. Je suis bloqué. Donc, il faut quand même des générateurs de sushis pour pouvoir répondre. Donc, c'est les poissonniers généralement pour pouvoir répondre aux commandes. Tu as ensuite l'action que moi j'appelle l'action Uber, c'est-à-dire la petite livreuse sur sa mobilette qui va permettre tout simplement de déplacer. Tu as une action de transfert, c'est le conducteur de métro qui va te permettre d'envoyer, parce que sur chaque carte, en fait, tu as deux quartiers, tu as le quartier de production et le quartier de livraison. Et en fait, le conducteur de métro, il va t'amener d'un quartier A vers un quartier A, d'un quartier D vers un quartier D. Et enfin, tu as une dernière action qui est le livreur qui, lui, peut te permettre d'échanger un sushi qui est sur tes cartes par un sushi de ta réserve. Et en fait, ces quatre actions-là, elles vont constituer, si tu veux, le puzzle, puisque c'est vraiment ce que tu veux faire, c'est ton chemin. Comment est-ce que je vais agencer mon chemin pour optimiser et livrer le maximum de sushis pour pouvoir marquer le maximum de points. Mais je me suis rendu compte, parce que j'ai quand même je dois avoir une bonne vingtaine de parties sur Neko. Et d'ailleurs, c'est un jeu que j'ai beaucoup fait aussi en solo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait autant de fois, autant de parties à un jeu en solo. Parce que c'est ce qui fait vraiment le sel du puzzle. Ça va vraiment d'être cet agencement de ta pyramide. Et en fait, je me rends compte que ces actions, selon la façon dont fonctionne ton cerveau, tu vas pas forcément prioriser les mêmes. Tu vois, par exemple, mon fils, il est très très fort pour ce qui est du transfert. Moi, je suis une bille en transfert. J'utilise très peu l'action du métro parce que j'ai du mal à repérer sur la carte où sont les différents quartiers. Tu sais, au bout d'un moment, j'agence pas ma pyramide pour disposer les quartiers pour avoir les bonnes livraisons. Lui, il fait ça à merveille et au final, il utilise très peu l'action de se déplacer. Il arrive très bien à s'en sortir là-dessus. Moi, à l'inverse, c'est souvent l'action déplacer et l'action de transfert que je vais le plus utiliser. C'est-à-dire que je vais pas forcément chercher à avoir plusieurs fabricants de sushis. Avec l'action de transfert, tu les échanges et hop, ça va vite, tu vois. Alors que mon fils, lui, préfère avoir des fabricants pour chaque sushi. Et en fait, tu te rends compte que selon la façon de fonctionner de ton cerveau, les actions, tu vas plutôt aller de ce côté-là ou de ce bord-là. Tel joueur va plutôt privilégier ça. Et en termes de scoring, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait une action qui était plus forte que les autres. En dehors de la cuisinière, il t'en faut, parce que c'est le seul moyen de mettre des sushis sur du riz. Les autres, tu peux vraiment les permuter comme tu veux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. Et ça, eh ben, pour moi, eh ben, je tire mon chapeau à Dani Garcia, parce que je trouve que c'est superbement bien pensé. Il faut savoir aussi que dans ce jeu, alors je sais pas si tu peux le voir sur les photos, mais tu as une espèce de piste en fait, qui sert de contour, mais c'est aussi, oui, tu vois là sur le côté, tu as les objectifs, tu as trois objectifs qui vont être proposés à tous les joueurs, il n'y a pas d'objectif caché, et juste avant, on la voit pas très bien sur la photo, là c'est Mhm. dommage, mais ouais, tu as un petit meeple qui se balade sur ça c'est un contour. Et en fait, cette piste-là, c'est aussi la piste, ouais, tu l'as tout en haut là, sur cette photo-là. Pile sur la photo sur laquelle tu es, tu l'as tout en haut. Et en fait, cette piste-là,
Elle sert non seulement de compte tour, mais elle sert aussi de timer pour au moment où vous allez réaliser votre objectif. Et plus vous le réalisez tôt dans la partie, et plus l'objectif va vous ramener de points. Donc, tu vois, par exemple, alors là, malheureusement, non, sur la première carte, c'est selon la position où tu réalises cet objectif. Par exemple, si tu le fais en premier, tu as plus 5 points sur cet objectif. Mais si tu le réalises, par exemple, dans les premiers tours, bah, tu peux gagner 20 points, plus 5, 25. Et plus tu vas mettre de temps, plus les points vont baisser. Donc, par exemple, si tu es le premier à le réaliser, allez, je vais dire une bêtise, mais que tu es je sais pas moi, par exemple, au 8e tour, ben, ça va peut-être potentiellement te ramener que 10 points. Donc, 10 plus 5, ça te fera 15 points. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Plus tu le réalises tard, plus la valeur totale de ton objectif va être moindre. En fait, l'objectif en lui-même ne te ramène pas de points. Tu vas juste le scorer au moment où tu vas avoir réalisé ton objectif et en fonction de la position à laquelle tu réalises cet objectif. Non, non, mais j'écoute attentivement parce que j'ai l'impression de me faire suivre par le professeur, tu sais, de temps en temps. Est-ce que tu as bien compris ce que j'ai dit? Donc, Ah, pardon, excuse-moi. je fais attention. Non, 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 mais je suis très, très alerte. J'ai l'interrogation après, donc C'est parce que moi, dans ma tête, je me dis, tu parles trop tout seul depuis tout à l'heure. Passe la main à Jérémy, passe la main à Jérémy. Je laisserai ça au montage, c'est trop drôle. Mais je trouve ça intéressant de ne pas avoir fait un scoring fixe, mais d'avoir mis une espèce de course. Parce que tu peux tenter de réaliser les objectifs. Alors, il faut savoir quand même qu'en termes d'objectifs, vu qu'il y a quand même une bonne pile de cartes objectifs, il y en a certains, ils sont pas réalisables dans les premiers tours. Ils vont vraiment te prendre du temps, tu vois, notamment les objectifs qui te demandent de faire des trucs dans les derniers étages de ta pyramide. On s'entend qu'en début de partie, c'est assez compliqué. Mais tu peux vraiment, et tu vois, par exemple, mon fils m'a déjà battu 2 fois comme ça. Ce qu'il a fait, c'est il a essayé de réaliser très rapidement les objectifs pour pouvoir engranger un capital de points. Et ensuite, il s'est concentré sur tes commandes. Il faut savoir que le jeu est punitif parce que si tu livres pas un sushi, c'est moins 2 points. Si tu as une commande où il n'y a aucun sushi, c'est moins 2 points. Et s'il manque une carte dans ta pyramide, c'est moins 2 points. Donc il y a un petit côté vraiment punitif. Euh, tu as vraiment ces doubles choix, ce choix de soit je me concentre sur mes commandes et parce que plus tu attends pour réaliser tes objectifs et plus l'impact qu'ils vont avoir sur ton scoring final est minime, mais tu peux aussi te dire je vais tenter de les réaliser rapidement et les faire assez vite pour que si j'ai des points négatifs, au final, ça soit pas si grave que ça. Tu vois? Je puisse le compenser. Et ça, c'est très intéressant. Par contre, c'est un jeu, il faut aimer y laisser des neurones. Parce que en termes de réflexion, il se pose là. La plupart des gens avec qui je l'ai testé, et c'est dommage, on n'a pas Franck, mais Franck a fait une partie avec moi, il pourrait sans doute vous le confirmer. En termes de réflexion, il se pose là. Les jeux de Danny Garcia, c'est pas Bellevue. Alors, je dis pas ça pour dénigrer Bellevue. J'ai beaucoup aimé Bellevue et je trouve que la force de Bellevue, c'est qu'il est accessible. Sauf que ici, en termes de, comment le dire, Jérémy, en termes de réflexion, il se pose là et ça pourrait vraiment rebuter certaines personnes. Et c'est là où il y a un petit truc qui est quand même assez étrange parce que moi, j'avoue, et je me souviens, je t'en avais parlé. En fait, je me suis créé un besoin avec ce jeu. Je m'explique. Comme je l'ai dit, Bellevue, je suis arrivé en boutique, je l'ai vu, m'a attiré le regard, on m'a proposé de faire une partie, j'ai fait la partie, j'ai été convaincu. Ici, j'ai juste vu un post Facebook de Pixie, j'ai trouvé ces chats tellement mignons que je me suis dit, c'est quoi ce jeu? mm. Je suis allé sur Board Game Geek, j'ai regardé les chats et je dis, je veux ce jeu. Je ne savais même pas qui était l'auteur, tu vois. Je trouvais, je trouvais le style artistique. Alors, j'ai noté le nom de la. Ah, je l'ai noté où? Elle s'appelle Jennifer Giner. Euh, Elle a un coup de crayon. Moi, je les trouve magnifiques, ces petits chats. Je sais pas ce que toi tu en penses. Oui, bon, j'irais pas dire petit chat, mais oui, j'adore aussi.
Mais de toute façon, les chats, c'est en ce moment, je pense que on pourrait quasiment en faire un dossier ou quoi, le nombre de jeux avec des chats ou dont le chat est le personnage principal est assez impressionnant. Oui, et alors, en plus, ici, c'est des chats Yakuza. Donc, ils sont pas censés être mignons. Tu vois? Oui, oui, oui. Non, mais moi, je le dis, hein, euh, je savais même pas la thématique et tout. Je me suis vraiment créé un besoin tout seul, juste avec les cartes chats. Et après, j'ai fait ah, c'est Dani Garcia, j'aime bien, j'aime beaucoup Arborea et tout. Tu vois, après, en fait, le reste n'est devenu. Alors, en psychologie, il y a un terme pour ça, là, c'est le biais de confirmation. Donc le reste n'est venu que pour confirmer le fait que j'avais besoin de ce jeu, alors qu'en fait, j'en avais pas besoin du tout. J'aurais pu vivre sans Nico Syndicate, mais juste parce que j'aimais et la couverture. Toi qui aimes le cinéma, moi j'ai l'impression de voir une affiche ça pourrait être l'affiche d'un animé ou quelque chose comme ça. Je sais pas ce que toi tu en penses. J'aurais dit d'un manga. D'un manga, Ça effectivement. fait Effectivement. très couverture de manga. Bon, maintenant, je pense aussi que si c'est potentiellement l'une des forces du jeu, hein, parce que c'est littéralement moi ce qui m'a attiré, et je ne pense pas que je sois le seul, potentiellement, ça pourrait aussi être la principale faiblesse de ce jeu. Je m'explique. Le design comme ça, il envoie un message qui, de un, pour moi, ne colle pas avec la thématique, parce que la thématique, c'est quand même des Yakuza. En dehors du monsieur sur le côté avec l'oreille trouée, les autres me donnent pas du tout l'impression d'être des C'est Yakuza. Vas-y, c'est des shakuza. des Shakuza. Oui, c'est des Shakuza, tu as raison. Alors, en plus, je vous avoue que je comprends pas le lien entre Yakuza et fabrication et ubérisation du sushi, parce que alors, j'ai fait quelques recherches, hein, je me suis dit ça vient peut-être de moi, et en fait, non, il semblerait que, pour, les lois japonaises sont faites de telle façon que c'est très compliqué pour les organisations, yakuza d'investir, dans des commerces légaux, parce que nous, on penserait forcément à du blanchiment d'argent. Mais justement pour combattre ça, il y a des lois au Japon qui font que c'est très compliqué pour eux et que la plupart du temps, le lien qu'ils ont avec les restaurants, c'est plus pour les racketter ou alors pour leur fournir des produits illégaux. Il semblerait que ce concept de blanchiment, il soit plus occidental qu'asiatique. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. Et je vois très bien, puisque à Toulouse, nous avons ça, et pas loin de chez moi aussi. On a ce qu'on appelle maintenant les barbiers, donc les Mm. barbershops, qui sont, je dis ça parce qu'il y en a plusieurs à Toulouse qui sont tombés pour ça. Ok. Et justement, je pense aussi que le côté rattacher les clans de Yakuza au sushi, c'est un peu, tu sais, comme la croyance populaire que la mafia blanchit son argent dans les pizzerias. Même si à Nice, il y a eu un événement où à un moment donné, il y a eu un changement de mafia. On est passé de la mafia italienne à la mafia russe. Et il y a beaucoup de pizzerias qui ont effectivement sauté. Il semblerait que d'un point de vue sociologique, ça ne se confirme pas toujours. Et en fait, il semblerait même que la mafia avait plus investi dans les trucs de haute couture que dans les pizzerias. Mais bon, pour moi, ça vient potentiellement de ce genre de croyance-là. Mais surtout, on va pas se mentir, cette thématique, elle est claquée au sol. Parce que à aucun moment, tu n'as l'impression de fabriquer ou de livrer des sushis. Tu as juste l'impression que tu balades des cubes sur des cartes qui sont magnifiques. Je le redis, j'aime beaucoup les cartes. Et généralement, il y a une satisfaction dans ce jeu quand tu regardes ta pyramide et que tu analyses comment tu as installé tes cartes pour pouvoir optimiser des actions. Il y a vraiment quelque chose de très satisfaisant. Maintenant, te dire que tu as l'impression de faire du Uber de sushi, voilà, je suis désolé pour tous les misophones. Et on est dans une thématique qui est complètement plaquée. Et du coup, la question, c'est pourquoi mettre, parce que là, tu le vois sur les cartes, tu le vois sur la couverture, pourquoi le choix de cette thématique? Je pense pas qu'elle, alors peut-être que ça venait de Dany Garcia, mais en fait, il faut savoir donc que Combo Game, l'éditeur qui est en arrière donc de Neko Syndicate, a décidé, et je crois que c'est leur premier jeu, de mettre ce titre en campagne de sociofinancement. Donc c'est le point commun avec Bellevue.
les 2 sont allés en campagne de sociofinancement. Alors pas sur ce Kickstarter. Ici, ils sont allés sur une plateforme espagnole. Il me semble que je t'ai mis le lien de la Mmh. plateforme. C'est, Verkami et alors j'ai, fait quelques petites recherches. Pareil, hein, on est sur, 556, contributeurs, pour, 13 548, euros en emmagasinés, ce qui est pas mal. Il faut savoir que le jeu est passé, en pledge manager sur, GameFound et les chiffres ont pas mal augmenté. Je pense que c'est le deuxième lien que j'ai oublié de te mettre. Attends, je pourrais essayer de te le trouver rapidement. Hop et tu vas voir, il y a une petite augmentation entre le GameFound et le on prend quand même presque un 100 contributeurs en passant sur GameFound. Heu, pour les résultats, proposés par ce genre de plateforme, on semble être sur un gros succès. Il est répertorié comme ça par les médias. Je sais que quand on parle de Kickstarter, on s'attend plus à des chiffres beaucoup plus énormes, mais là, pour ce genre de produits et de type de plateforme, ça semble être quand même un bon succès et tu peux le regarder, hein, que ça soit sur je pense que c'est même plus visible sur le pledge mana sur le excuse-moi, sur la campagne, mais c'est un jeu qui passe bien sur ce genre de plateforme, tu vois? On peut bien mettre en avant alors, toi, ils ont bien mis les photos justement des chefs de clan. En plus, souvent, ce genre de plateforme, ça permet assez rapidement de d'expliquer les règles de façon très visuelle. Tu peux vraiment mettre en avant et encore, je pense qu'ils auraient pu faire un meilleur travail en faisant appel à quelqu'un qui, heu, était, plus bercé dans l'art de la photo et justement de ce qu'on va parler par la suite. Parce qu'ils ont vraiment en plus, tu vois, tu as des exclusivités avec des dessins, des affiches et tout ça qui étaient remportables, grâce au pledge et tout ça. Donc il y avait vraiment une mise en avant visuelle qui aurait pu être encore plus mis en avant, à mon sens, lors de la campagne. Mais c'est un jeu qui va facilement qui se laisse facilement photographier. Donc c'est possible que cette thématique, alors j'étais pas dans les petits papiers de Combo Game au moment donné où ils ont choisi la thématique, mais ça pourrait être un choix purement pour mettre le jeu en sociofinancement. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, oui, Attends, une bah, seconde. Alors, je reviens. oui, je pense qu'il y a. De toute façon, c'est comme toute chose qu'on veut vendre, hein. Il y a un côté marketing, il faut le mettre en avant, il faut donner. Soit c'est vrai, soit c'est. Et donner l'impression que vous en aurez pour votre argent. Mais après, il y a aussi la limite de combien on peut investir dans la communication. Et donc, ben, parfois, on est obligé de sacrifier les belles photos parce que ça a un coût en réalité. Ça a un coût financier, mais ça a un coût aussi de compétences. On le sait, hein, on voit hein, quand on fait un peu sur les réseaux sociaux et qu'on regarde comment la communication des éditeurs, de certains éditeurs, bon, bah, il y en a certains, on va taire leur nom parce on les apprécie, mais il y en a certains, c'est claqué au sol, comme on dit. C'est intankable de voir certaines publications. Et quand ils passent par soit des tiers, soit quand ils ont embauché quelqu'un dont c'est le boulot en interne, tout de suite, on voit quand même que bah, c'est comme tout, hein, c'est un métier, etc. Ouais, tout à fait. Tout à fait raison. Excusez-moi, vous venez d'assister en direct à la mort du Tamagotchi de ma fille. Je vais me faire engueuler quand elle va rentrer. Ah, bravo. Voilà. Voilà. Donc, voilà, effectivement, il y a les belles photos ont un coût. Je pense quand même que ça aurait mérité peut-être ici de. En tout cas, s'il l'avait envoyé sur Kickstarter, ça aurait mérité l'investissement euh, d'un coup de plus. Par contre, la question, elle est
si Bellevue est un jeu qui me semble facile à vendre en boutique, comment tu le vends, lui? Parce que justement, il a cette esthétique qui, heu, ça fait manga, mais ça fait presque jeu familial, tu sais? Tu l'impression que c'est un jeu qui est, accessible à tous et alors j'avais pas vu que la boîte proposait, moi, mais je viens de voir que en fait, sur l'affiche, ils proposaient du jeu sur la campagne Kickstarter. Les noms étaient en ils étaient allés mettre jusqu'à mettre les noms en japonais, en fait. Justement pour avoir je pense avoir ce côté que tu notais tout à l'heure, ce côté, très manga, tu vois? Mm. Du produit. Mais, tu vois, justement, il a ce côté manga, donc il semble être accessible, mais je le redis, il n'a pas le design artistique qui, est cohérent pour la réflexion qu'il pose. Parce que, je le redis en termes de réflexion, on est vraiment sur un petit jeu pour adeptes de alors j'ai pas d'autres termes, si tu en as un autre, donne-moi-le Jérémy, mais de ce qu'on appelle les gros jeux. Mais c'est pas non plus tu sais, le petit jeu que tu pourrais caler entre 2 gros jeux. Parce que tu vas arriver crevé au deuxième gros jeu. Je t'assure qu'en termes de réflexion, il est, assez particulier. Oui, oui, bah c'est du puzzle game, si j'ai bien compris. Il y a tout ce Ouais. côté-là, optimisation, et puis c'est comment on appelle ça, tu prends des ressources et que tu l'amènes ailleurs, quoi. Il y a un petit côté pick and delivery. Oui, il y a du pick and delivery et puzzle. Mais il y a aussi une forme de puzzle sur Bellevue et ça rend pas le jeu, aussi, heu, j'ai pas l'impression de perdre autant de neurones à Bellevue que là, tu vois? Là, c'est vraiment, heu, je connais pas beaucoup de jeux où tu en perds autant que ça, tu vois? Si tu veux je sais pas si tu vois ce que je veux dire, tu sais? Oui, la Je sais charge pas. cognitive, elle est plus importante, très certainement parce que Bellevue est beaucoup. Déjà, il y a moins d'éléments à prendre en compte. Mmh. Et surtout, une fois que c'est posé, c'est posé. Donc, tu fais qu'additionner, alors que là, tu as quand même à prendre en compte le passif que tu as fait, comment tu vas anticiper. Enfin, il y a beaucoup plus de choses à prendre en compte, quoi. Et après, est-ce qu'il y a un marché justement pour, parce que c'est pas un gros jeu en termes de tu sais, la définition, j'aime pas ce terme, mais j'ai pas d'autres termes. Ce qu'on appelle un gros jeu, souvent, c'est un jeu qui va prendre du temps. C'est pas le cas ici. Souvent un jeu qui a beaucoup de matériel. Il y en a, mais c'est pas non plus le cas ici. C'est aussi un jeu souvent qui a des grosses règles. Et ici, les règles, je le redis, c'est t'expliques comment faire la pyramide, puis t'expliques les actions et le scoring et c'est fini, c'est réglé. C'est vraiment pas un jeu compliqué à comprendre, tu vois? Hem, je le redis, la complexité, elle est dans la réflexion que tu vas amener, ou je devrais plutôt dire ce qui fait la difficulté du jeu, c'est la réflexion qui va être générée, tu vois? Du coup, ce public-là, hem, et en boutique, est-ce qu'il achète des jeux avec ce genre d'esthétique? Alors moi, oui, mais est-ce que je suis représentatif de la plupart des acheteurs? Tu sais, quand on sait que, il y a des gens qui mettent encore en avant les jeux bruns, pour eux, le signe d'un bon jeu, c'est, un jeu qui est brun, le Oui, gage de oui. qualité. Heu, je sais pas, ça me paraît quand même assez complexe. Je sais pas ce que tu en penses, toi? Bah, si on parle de boutique spécialisée, de toute façon, c'est le rôle des conseillers de savoir à quelle personne cherche ce jeu-là en particulier Oui. et de leur proposer de savoir comment en parler. Moi, j'ai plus l'impression, j'ai pas l'impression que le compétitif a l'air intéressant, c'est-à-dire le jeu à plusieurs, parce que j'aurais l'impression, en tout cas pour ce que j'en ai compris, parce que j'y ai pas joué, j'ai déjà vu un peu tourner parce que je l'ai déjà vu en festival, etc. Mais ça me fait un peu penser à Ancient Knowledge ou à ces jeux-là, c'est-à-dire que tu fais ton petit business, certes, tu peux passer un bon moment, mais à la fin de la partie, tu te relèves et tu fais ah, il y avait des gens autour. J'ai Tout plutôt à fait. l'impression Tu que complètement le nez dans ton guidon et c'est pour ça qu'il ouais. est très agréable en solo parce que, tu es le nez dans ton guidon et qu'en solo, justement, tu essayes d'optimiser tes trucs pour scorer le maximum et répondre aux objectifs. Il y a un Et défi donc avec les objectifs. bah, je pense que pour le coup, le solo a vraiment un public euh, fidèle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui Ouais. jouent un peu à tout, du solo, du multi, etc.
Et puis tu en as d'autres qui pratiquent vraiment que le solo et qui recherchent ça, qui vont donc rechercher ce genre-là en particulier, qui va leur permettre d'avoir un Ouais, défi, parce que certes, l'optimisation et le scoring, ouais. ça peut demander vraiment beaucoup de travail et un travail intense. Malgré tout, ça ne veut pas dire que si ta première partie t'a réussi, c'est bon. Et au contraire, il faut que tu aies un challenge, que tu puisses y Ouais. revenir, que tu puisses, comme tu disais, s'il y a plusieurs possibilités pour s'en sortir, de développer son puzzle, bah, ça Ouais. renouvelle aussi l'intérêt du jeu, etc. Donc non, moi je Et pense il a sa place. non, non, je dis pas qu'il a pas sa place. C'est pas là mon point. C'est ça que vous avez compris, je m'en excuse, c'est pas du tout ce que je veux dire. C'est, moi je me pose plutôt la question, si j'étais un vendeur, comment je vendrais ce jeu en boutique? Parce que, je le redis, en termes de design artistique et en termes de design mécanique, il me semble y avoir, une forme d'incohérence. Vraiment, hein, je le redis, moi ce qui m'a attiré, c'est le design artistique et je ne m'attendais pas à me retrouver sur ce genre de réflexion-là. Maintenant, pour en revenir à ce que tu disais par rapport au solo et au compétitif, le compétitif, il a quand même un intérêt. C'est déjà, ben alors par contre, c'est un intérêt où il faut que tu prennes le temps, c'est-à-dire, faut prendre le temps à la fin de débriefer un petit peu la pyramide de chacun pour voir comment. Et c'est intéressant à faire parce que c'est intéressant de voir les choix que les gens ont fait. Donc ça, c'est si vous avez envie de discuter avec les gens autour de la table. Mais il a aussi un léger intérêt sur la course aux objectifs, parce qu'il y a quelque chose à te rendre compte que tu étais persuadé être en avance sur un objectif et d'un seul coup, tu as quelqu'un qui le score 2 tours avant toi et tu fais comme: «Mais comment il a fait?» Tu vois? Je pensais vraiment que je dominais les autres et je me suis fait avoir sur ce coup-là, tu vois? Mais oui, la plupart du temps, tu as entièrement raison, c'est le nez dans ton guidon et en avant grand-mère et pose pose tes cartes devant toi, tu vois? Alors, c'est là où justement, moi, j'en arrivais, c'est-à-dire que moi, je me posais cette question en tant que ludicaire, non, c'est horrible comme terme, en tant que vendeur dans une boutique de jeux de société, C'est heu, ludicaire, hein, le terme consacré. alors en tant que ludicaire, il me semble, que, c'est beaucoup plus facile et je me trompe, hein, si vous êtes un ludicaire, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires à dire: «Non, Crash Test Meeple, tu te trompes» et tout ça. Ça me fera plaisir de reconnaître que j'ai eu tort, mais j'ai l'impression en tant que non ludicaire qui essaye de réfléchir en tant que ludicaire, que Bellevue me paraît beaucoup plus simple à vendre en boutique que Neko Syndicate. Ou tu vois, même là où je suis d'accord avec toi, hein, il a complètement sa place, mais il s'adresse à un certain public et il faut encore que ce public accepte ou pas l'ADA. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire soit dans les commentaires, soit dans le chat. Ça nous fera plaisir de vous répondre. Mais c'est là où lundi, puisque on live généralement le lundi soir à partir de 21 h ou le jeudi matin, normalement à partir de 10 h. Mais là, ce matin, j'avais un truc assez important, donc je suis arrivé en retard. Et d'ailleurs, il y aura pas d'émission, notez tout de suite, jeudi prochain parce que moi et Jérémy, on a quelque chose à faire. Mais, tu vois, lundi soir dans le live, Jérémy a abordé un point et sur l'instant, je me suis dit: «Mais en fait, oui, il y a quelque chose, ça a comme éclairé quelque chose dans ma tête. Ce point, c'est lundi soir, tu as parlé, des, caractéristiques que, mettait en avant, Asmodée dans la recherche de leur futur jeu. C'est-à-dire qu'Asmodée a publié un document qui voici ce qu'ils recherchaient. C'est un document qui était adressé donc aux auteurs de leur futur jeu, en leur disant voici ce que les caractéristiques que nous on recherche. Et si vous cochez les cases, ben proposez-nous Parce que nos prototypes. J'ai bien résumé ou pas du tout? oui, d'ailleurs, je montre la vidéo qui est disponible en ligne actuellement et qui s'appelle Ce casse-modé attend vraiment des auteurs. Si vous Voilà. voulez aller Ouais, voir. j'essaierai de vous mettre un lien dans cette vidéo-là, normalement qui devrait apparaître. Non, c'est de l'autre côté, par là. Il y aura un petit i avec le lien. Je vais essayer d'y penser. Et dans les caractéristiques, il y en a un, c'est être prêt pour Instagram et TikTok. Et on en avait parlé dans une autre vidéo. Oui, parce que Punchboard, c'est un média qui est le premier sur les news et qui se tient à la page. Je fais notre pub. On avait parlé dans une autre vidéo du TikTok Shop.
C'est comme ça que ça s'appelle? Oui, Et effectivement, à ce moment-là, quand tu as un jeu qui est aussi, quand tu as des jeux qui sont aussi esthétiques que Bellevue et que Nico Syndicate, avoir ou entrevoir la possibilité d'un nouveau circuit. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a le circuit, du socio-financement qui commence, d'après les experts, à avoir un petit peu de plomb dans l'aile, hein. C'est-à-dire que même les fidèles backers backent moins. Bon, ça, effectivement, c'est dû à plein de choses en ce moment, la situation économique, les échanges entre les pays, tout ça, la situation même, on pourrait dire internationale et tout ça. Les histoires sur les éditeurs autour de Kickstarter et tout ça, on est sorti un petit peu de la lune de miel et on a frappé une réalité et on le voit encore en ce moment avec l'histoire autour de Simone. Hem, mais voilà, il reste quand même que le circuit est toujours présent et le circuit dit classique, hein, le circuit des boutiques. Et on pourrait avoir donc ce troisième circuit qui pourrait apparaître, le circuit du TikTok Shop. Alors je suis pas allé sur TikTok. oui. Je dirais le quatrième circuit. Le Ah troisième étant plutôt le circuit du mass market. Euh, oui, tu as raison. Non, tu as entièrement raison. Voilà, tu peux le clipper et t'en servir comme sonnerie de téléphone quand je t'appelle. oui, j'en ai déjà toute une tripotée. Bref, bref. Bah, tu sais, tu les enchaînes, ça te fait une bonne sonnerie bien longue. Ah, c'est quand je déprime, je me mets ça. Alors, comme quatrième circuit, tu pourrais avoir le fameux TikTok Shop. Alors, je suis pas allé sur TikTok parce que je dois reconnaître que j'ai vraiment une aversion avec ce réseau social. Je ne suis pas capable. Mais je suis allé sur l'autre qui, à un moment donné, il y avait des rumeurs qui couraient d'une possibilité justement de shop aussi, c'est Instagram. Et j'ai découvert tout un monde. Parce que j'avoue, je suis désolé, hein, si vous nous regardez et que vous êtes influenceur sur Instagram ou sur TikTok, hein, c'est pas contre vous. Alors TikTok, c'est juste moi, c'est le réseau social que j'aime pas. Et Instagram, bah, j'y vais quasiment jamais. C'est pas par manque de respect pour votre travail. Mais du coup, j'ai découvert tout un monde. Un monde avec ses qualités et ses défauts. Les défauts, c'est que des fois, bah, je trouve que le contenu est très superficiel, mais il y a de vrais artistes sur Instagram. Et quand je parle de vrais artistes, en fait, je parle en termes de photos. On va voir tout à l'heure, je vais mis quelques exemples. Il y a des gens qui font un boulot qui, moi, m'impressionne en tant qu'influenceur sur ce réseau. On sait que ces deux réseaux sont deux grosses forces de frappe. On sait par exemple que quand un film est partagé, je veux dire, quand le commentaire par rapport à un film est partagé sur TikTok, et ben ça crée de l'engouement pour celui-ci, autant en termes de film d'ailleurs que de série. Il y a des études de plus en plus qui se portent sur les chiffres. Alors, j'avoue, je suis pas allé les lire. Alors, j'ai lu des résumés. Pour l'instant, je suis pas allé les lire parce qu'elles sont encore dans le domaine de l'ordre du payant. Et avec la rentrée et tout ça, bon, euh, voilà. Mais je suis allé voir deux, trois résumés. Et donc, il y a vraiment une mise en avant de l'impact dans le type commercial des réseaux sociaux, à un tel point que pullulent sur l'Internet des sites justement de sociétés de marketing, de conseillers marketing qui sont qui vous expliquent comment bien faire la promotion de vos produits sur Instagram. Mais il y en a même, et c'est ceux-là qui m'ont intéressé, qui vous expliquent comment rendre votre produit avec un mot qui est rentré dans le Larousse, Instagrammable. Tu savais que c'était dans le Larousse? Ouais. Est-ce que tu connais la définition d'Instagrammable? Alors du Larousse, non. Alors, c'est tout simple, c'est un produit, qui est, assez beau pour être flashy en photo, qui mérite d'être pris en photo et donc posé sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est Ah, bon. Attends, du coup. ouais, voilà, ils sont pas trop, Excuse-moi, je m'instagrammable. voilà, ils se sont pas trop posé la question. Hem, alors, je t'ai montré ouais, je t'ai mis alors tu es pas obligé d'aller sur tous les sites. J'ai montré quelques exemples, mais je me suis amusé à aller, justement consulter un petit peu, ces différents sites, blogs, justement pour voir quelles étaient les caractéristiques parce qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas trouvé un article
qui me donnait les caractéristiques de ce qu'était vraiment un produit instagrammable en dehors de cette définition que ça doit être beau visuellement, tu vois. Et je suis allé voir un petit peu ce qu'ils en sortaient. Alors, il y a des médias, parmi ce que je t'ai donné, il y a des médias comme, tu en as un pour les auto-entrepreneurs, qui explique comment mettre, ton établissement comment rendre ton établissement Instagram, comment donner de la personnalité à ton c'est-à-dire que je trouve ça fascinant, hein, parce que là, on te dit pas juste: «Faut faire des belles photos de ton établissement», mais comment faire en sorte avec la lumière, avec la façon dont tu disposes tes éléments dans ton élément, que dans ton entreprise pour que cette dernière dégage une personnalité et qu'elle, puisse aller sur Instagram. C'est vraiment l'article est vraiment fascinant. Tu as aussi certains qui alors j'en ai mis un ou 2 en anglais qui parlent par rapport aux jeux de société. Comment, rendre ton produit, ton jeu de société, instagrammable. Tu as des blogs, tu as de tout. Je suis allé voir un peu tout ça et j'en ai sorti 5 critères. Alors je vais vous les proposer, de ce qu'est un jeu instagrammable. Donc, 1°, il faudrait que le jeu, ait une esthétique forte. Ça, c'est le critère de base. Il faut qu'il y ait une identité visuelle, il faut qu'il ait des formes, il faut qu'il ait des couleurs qui ressortent et justement, en termes de couleurs, on va y revenir avec l'exemple de Bellevue par rapport à Neko Syndicate. 2e critère qui revient, il faut qu'il ait des composantes variées et photogéniques. Même dans le cas d'un commerce, hein, ils vont souvent dire dans le cas d'un commerce, il ne faut pas que tu aies juste un ou 2 éléments visuels. Il faut que tu en aies plusieurs et que tu répètes ces éléments justement pour qu'ils soient identifiés à ton magasin et il faut bien choisir ces éléments. Il faut que ce que tu produis se prête à une composition visuelle riche. Donc il faut que les éléments dans ton jeu permettent de pouvoir faire de la photo, mais que la photo raconte quelque chose. Alors souvent, si vous allez vous promener sur Instagram, vous allez voir, par exemple, c'est ce que Jérémy est en train de montrer avec les exemples, il y a des mises en scène avec le matériel qui est fait, on essaye de mettre de la profondeur. Si le jeu, c'est juste des cartes, c'est déjà un petit peu plus compliqué, mais moi j'ai vu des gens essayer de faire des châteaux de cartes, de faire des constructions avec justement tout ça pour mettre en avant le produit et la photo, pour raconter quelque chose avec la photo. Et justement, c'est le 4e point. Il faut que le jeu raconte visuellement une histoire, qu'il crée une ambiance. Et enfin, le 5e critère, c'est le critère qu'on pourrait avoir, ou penser que ça serait en second, alors que non, il est quand même assez loin dans le classement. C'est il faut photographier avec soin son élément. Donc ça, c'est plutôt le conseil qui est donné au moment où tu veux mettre ton produit sur Instagram, plus que au moment où tu crées. Donc on a quand même 4 critères, je les répète: esthétique forte, heu, composants variés et photogéniques, qui se prêtent à une composition visuelle riche et qui racontent une histoire. OK? Oui, oui. Je peux rajouter un petit Dis truc. Vas-y, vas-y. C'est un truc que j'ai déjà critiqué plusieurs fois et j'en ai déjà parlé à des éditeurs. Je ne parle pas de maintenant, mais il y a déjà presque 2 ans en arrière, où je disais par rapport à d'autres festivals qui ne sont pas du jeu de société, où justement les tables et les présentations de ce qu'ils proposaient c'était des bouquins, si je ne dis pas de bêtises à l'époque, tu avais des vrais endroits où tu avais juste en fait envie, toi en tant que visiteur, de prendre une photo. C'est un peu comme quand tu vas dans un endroit, tu as envie de prendre la photo du lieu, juste pour la montrer sur tes réseaux, pour dire c'est joli, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui présentent des jeux simplement comme ça, jetés sur la table, tu n'as aucune envie de prendre des photos, alors que la même manière, quoi, c'est-à-dire comme ce que tu viens de décrire dans comment faire des belles photos, tu as aussi pareil, il faut que tu donnes envie, parce qu'en réalité, la majorité des gens, et d'ailleurs on a eu ces témoignages-là sur des TikTokeuses et des TikTokers invités dans des festivals, on en parlera, vous verrez, dans l'interview que j'ai fait de Sylvie, qui est animatrice aussi, et qui disait, en fait, ce sont des personnes, pour la plupart, qui sont même pas joueurs ou joueuses, et qui vont donc être attirés par les papillons, c'est-à-dire que cette table est jolie, ça va faire une belle photo pour mes réseaux, et c'est ça qui compte. Donc pensez aussi à comment vous présentez le jeu en public, et pas que sur les réseaux. Alors, je te mets dans le... parce qu'on a
Même idée Games dans le chat et effectivement, j'ai vu, passer son Instagram. Elle a des photos qui sont, assez intéressantes. Hop Ouais. et justement, tu vas pouvoir montrer un peu toute cette mise en scène. Hop. Où en fait, effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. Je me souviens quand on s'est baladé dans le hall d'exposition là du, 1er étage, tu sais, là où il y avait plein de boîtes qui étaient affichées. On s'est arrêté sur les boîtes qui étaient jolies. Mais il y avait pas tellement de mise en scène. C'est-à-dire que souvent, il y a une exposition du plateau. Il y en a certains qui avaient comme mis en avant, le début d'une partie. Mais, par exemple, tu vois, ici, moi, ce que j'aime bien de temps en temps, c'est, tu vois, tu as l'impression que c'est un bazar, en fait, tu sais, que les éléments ont été jetés sur la table. Hem, mais moi, j'aime à croire que, c'est un bazar qui a été organisé, tu vois? Pour qu'il y ait ce côté, photogénique. Alors, tu vois, par exemple, elle met même les châteaux de sable de Bourgogne, elle a photographié ça à la plage. Tu as une mise en scène du jeu, que je trouve fascinante sur, Instagram et je pense que ça serait intéressant d'ailleurs que les influenceurs YouTube, s'inspirent un petit peu de ça, quand ils font des décors ou des ambiances pour, certains jeux parce que il y a des trucs qui sont plutôt bien trouvés. J'ai vu des gens faire des photos de certains jeux, comme, tu sais, on a joué la semaine dernière à Pergola. Bah, j'ai vu un instagrammeur, je me souviens plus, je suis désolé, j'ai oublié son nom, mais il a mis en scène tout le jeu sous sa pergola, tu vois? C'est Oui, très drôle, tu vois? C'est intelligent comme idée, tu vois? Et il y a une créativité, sur, Instagram qui, Heu, je leur tire mon chapeau, hein, parce que moi j'avoue, je serais pas bon pour Instagram, hein. J'ai pas toute cette créativité-là. Alors, moi je serais du genre mauvais élève, un petit peu comme les éditeurs. Alors je t'ai mis ouais voilà, par exemple, là tu as les châteaux de sable de Bourgogne. J'aime ouais. beaucoup cette photo, tu sais? Elle paraît simple et je la trouve intelligente, tu vois? Mais, revenons à Bellevue. Je t'ai mis sur le Notion, l'Instagram de Gigamic. Regarde comment voilà. Bon, c'est le mauvais tu sens que les éditeurs, c'est les mauvais élèves de la classe, tu vois? Alors, je comprends ce qu'ils ont voulu faire, c'est quasiment je pense que c'est la photo qu'ils ont mis sur tous les réseaux sociaux, c'est potentiellement même la photo qu'ils ont utilisée comme affiche pour, présenter le jeu. Mais c'est dommage de ne pas avoir fait une mise en scène. On est justement sur un jeu qui, propose, d'être la carte de visite, d'une ville. Ça aurait été intéressant d'avoir quelque chose alors, peut-être que d'aller à Amsterdam, tout ça, ça coûterait trop cher, tu vois? Mais tu aurais pu, te balader dans la ville et tout ça, et pouvoir justement, faire des photos au milieu de la vieille architecture de ta ville. Tu comprends ce que je veux dire? Tu aurais pu avoir quelque chose d'un petit peu plus créatif en termes Oui, ce de qu'avait fait, alors vas-y, vas-y. si on va sur Popcorn et Yellow, euh, hop, pour Popcorn, tu vois, alors pareil, ils ont dû payer quelqu'un. Je sais pas, je pense pas que ça a été fait en interne, mais leurs photos, elles sont, je trouve, il y Oui, a déjà quelque chose, il y a une recherche beaucoup plus sympathique de mise en avant du matériel avec de la, tu vois, mais le tu as aussi côté. une couleur, tu sais, il y a une couleur, il y a un truc photo qui donne l'impression que tu es dans une ambiance de cinéma, tu vois? Il y a un truc un peu Mm. feutré. Oui, oui. Alors que le truc de Gigamic, c'est juste fond bleu, je te mets des cartes et je te mets la boîte, tu vois? Oui, Et c'est de on la va voir tout à l'heure communication de base. et regarde, tu vois? Voilà, je t'ai donné un exemple. Alors c'est, le renard et la souris. Alors là, c'est vraiment du choix que j'ai fait qui est purement, c'est moi j'ai trouvé la photo belle, donc je l'ai mis en avant. Il y a pas beaucoup d'instagrammeurs qui ont parlé de Bellevue, donc là, tu as une petite vidéo et tout et je trouve que juste la mise en scène de la vidéo, je l'ai trouvé quand même assez tu vois? C'est plus que je te montre juste un paquet, sur un fond bleu, tu vois? Il y a ce côté construction, il y a quelque chose qui est fait, que j'ai trouvé assez intéressant dans cette vidéo, tu vois? Et force est de constater que, au niveau du Instagram francophone, il n'y a pas eu beaucoup de propositions sur, Bellevue. Alors, est-ce que c'est dû justement à cette esthétique que je disais qu'il a des couleurs qui sont assez pastel et que peut-être que les pastels, ça ressort moins bien en photo? Je sais pas, là, c'est vraiment de la discussion de comptoir. Je sais pas ce que tu en penses. Qu'est-ce qui, d'après toi, fait que
il a eu si peu de retours sur ce réseau social? J'ai aucune idée parce que je connais pas assez Instagram et donc quels sont les codes, etc. Qu'est-ce Ouais, qui tourne actuellement? J'ai plus l'impression que on est systématiquement quand même dans de la présentation de produits, justement, et pas dans le travail artistique d'une œuvre culturelle. Et donc, ceci explique peut-être cela, c'est-à-dire, en fait, comme tu l'as dit, travailler son cadre, travailler sa couleur, sa ouais. photographie, comme on dit, travailler aussi, trouver des idées, etc. Tout ça, ça demande du temps, de l'énergie, du travail, un peu Ouais. évidemment de compétences. Je pense aux vidéos du passe-temps, par exemple, qui sont souvent très bien, mais parce que Rémi, qui s'occupe aussi bien du cadrage, de la réalisation, puis du montage, il y a au-delà de la réflexion sur comment on va parler du jeu, comment on va le mettre en scène, il y a aussi un travail artistique derrière. Et d'ailleurs, ça prend, pour des vidéos qui font moins d'une minute, ça leur prend plusieurs jours de travail, etc. Oui. Donc, je pense qu'il y a peut-être ça, c'est que les comptes qui sont purement passionnés et artistiques sont soit peu existants, soit on les connaît pas ou peu mis en avant, et sont noyés en tout cas peut-être par juste voilà ce que j'ai acheté, je vous le montre, c'est prêt avec un smartphone, parfois je m'inclus dedans, hein, moi je fais pareil quand je prends des photos en festival par exemple, c'est juste à titre de me rappeler à quoi j'ai joué, ça n'a pas de vertu photographique, tu vois, artistique ou quoi. Ouais. Et il me faudrait un vrai appareil, il faudrait, quoi, ce que faisait dans la boîte, par exemple, qui, elle, pour le coup, est photographe, etc. Donc voilà, je pense Ouais. que ceci explique cela aussi, quoi. Faut avoir Bon, l'œil artistique, quoi. bon, t'es aussi sur l'Instagram d'une boutique, hein, si j'ai bien compris. Si je fais une erreur, Mm. n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Mais je trouve que, tu vois, honnêtement, pour un travail sur Instagram, ce qu'ils ont fait, Gigamic aurait très bien pu le faire, hein. Ça leur aurait pas demandé tellement plus, tu vois. Et en termes de présentation, c'est toujours mieux que poser tes cartes sur un fond bleu. Surtout que tu as un bel effort qui est fait sur le quatrième de couverture pour présenter le jeu. Euh, c'est quelque chose, tu vois. Ils auraient pu animer le jeu sur, tu sais, je veux dire, faire une photo effectivement du jeu sur une table et faire comme sur l'arrière de la boutique avec, je veux dire, sur le quatrième de couverture, juste de mettre des points de règle très rapidement, tu vois, ça aurait été déjà plus travaillé que juste ça sur un fond bleu. Je trouve ça tellement dommage, quoi. Bon, écoute, mais par contre, regarde le travail de Pixie sur Neko Syndicate. Je regarde Poisson fait, ça me donne envie de le lire. C'est rigolo, ça. Non, mais c'est vrai, c'est trop, trop chouette. Sur Neko Syndicate. Du coup, Ouais. je sais quoi t'offrir à Noël. Merci. Voilà, et voilà, Pixie. Alors, vous allez me dire, oui, il y a la petite fée et tout ça. Il y a le petit effet de oh, c'est noir et hop, ça apparaît. Mais bon, c'est post-Pixie, c'est pareil, hein, c'est le post qu'ils mettent sur tous les trucs. C'est la boîte, le matériel du jeu. Bon, voilà, voilà, voici la boîte que vous devez acheter. Voici le matériel qu'il y aura dedans. Alors, les deux mettent en avant les contenus Instagram parlent de leur jeu. Alors, il y a quand même, j'ai l'impression, plus de travail du côté de Pixie, qui est particulier parce que Pixie, pendant très longtemps, c'était quand même l'éditeur qui râlait sur les influenceurs parce que les influenceurs demandaient des boîtes, tu vois? Et là, on voit sur leur Instagram, ils mettent beaucoup en avant le travail des autres. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils les sélectionnent. Est-ce que c'est ceux avec lesquels ils ont l'air de travailler et tout ça? Mais voilà, quand tu vois et je trouve ça les dessert quand même un petit peu. Je trouve ça bien qu'ils mettent en avant le contenu des autres. Mais quand tu vois leurs publications avec les publications des autres, tu as envie de dire: «Mais Pixie, mais faites quelque chose, quoi». Je Oui, pense, tu vois, que ça serait important, tu vois, que tu disais de parler du passe-temps et du monsieur qui permet aux vidéos d'être aussi belles. Bah, je pense qu'à un moment donné, qu'il faudrait que les éditeurs réfléchissent à mettre dans leur entreprise, quand ils ont les moyens, quelqu'un pour justement, qui priorise un petit peu plus, quelqu'un pour justement rendre les jeux Instagrammables ou les jeux plus visibles sur les réseaux sociaux, parce que je pense qu'ils perdent de la clientèle comme ça. Et surtout que avec Neko, là, je t'ai montré, il y a plein de trucs. Alors, par exemple, je suis allé chez Ludicieux, qui a Ah, fait une. oui, juste rajouter un petit Vas-y. truc. Euh,
Après, Pixie, son client, c'est les boutiques. Donc en réalité, même s'il y a un intérêt à faire connaître les jeux auprès du grand public, en termes de marque, ça reste quand même les boutiques. Donc je pense que peut-être Oui, ceci mais explique c'est quand même cela. un éditeur qui est oui, tu as certainement raison, mais c'est quand même un éditeur qui, est très présent sur les réseaux sociaux et Mhm. qui publie, justement pour toucher, tu sais, les groupes tels que Oui, les Ubisoft Games. distributeur. Oui, les distributeurs. Mais tu sens quand même qu'il a une communication auprès de consommateurs qui, est assez forte, hein, si. Alors, le 1 c'est les Ludicieux. Alors, tu vois, par exemple, lui, on est vraiment dans une présentation, assez simple du jeu. Tu as quand même, une mise en scène du fond, et après tu as quelques photos où, tu as une mise en scène du jeu. Tu as les fameux meeples qui sont placés, face à leurs cartes. Tu te rends compte que le produit, de Neko Syndicate, il a la gueule du jeu qui va sur Instagram, tu vois? Il a ce côté entre ses meeples, entre ses cartes, il y a quelque chose à faire. Donc là, ça reste assez sobre, mais c'est quand même beaucoup plus, je trouve que c'est à mon avis, ça aurait dû être le poste de Pixie Game. Tu vois? Si quitte, Pixie Game, si jamais vous tombez sur cette vidéo, peut-être qu'au lieu de faire des posts, demandez à des gens comme justement Ludicieux de les faire pour vous et publiez, mettez-les en avant sur tous les réseaux sociaux. Je pense que ça sera, je pense que ça peut être que bénéfique pour vous. Hem, Après, tu vois, quand on parle de mise en scène, on a une mise en scène qui est toute simple. Moi, elle m'a fait beaucoup rire. C'est les, chroniques, des meeples où en fait, c'est juste une photo de la boîte, mais la boîte, elle est au milieu de sushi. Donc bah oui, en fait, c'est la thématique du jeu. Alors ça donne faim à cette heure-ci, mais ouais, c'était tout bête et la photo est plutôt, je sais pas ce que tu en penses, moi je trouve que la photo, elle rend bien, tu vois? Il a même pas sorti de matériel, il a juste pris, je pense qu'il a dû aller au restaurant, à un restaurant de sushi et il a posé la boîte vite fait et a pris la photo. Mais je trouve que ça a une classe, tu vois? Ça aurait pu être une promotion de Combo Game. Je sais pas ce que tu en penses, toi? Oui, oui, mais pour l'instant, ça raconte rien à chaque fois. Non, là, pour l'instant, ça C'est-à-dire que raconte là, ça fait des chouettes photos, ou en tout cas, ça fait des références, mais ça ne te raconte rien de rien, ni du jeu d'ailleurs, ni de l'expérience ludique derrière, ni de quoi que ce voilà. soit, hein. Donc on a bien effectivement, que j'allais, dire donc tout à l'heure par rapport à mes 4 critères. Merci Jérémy, de me rappeler que j'ai mes critères. On combine bien effectivement ici, si tu prends cette photo, tu combines bien, un design esthétique fort. On voit pas les composants, donc tu as pas le deuxième point. Par contre, tu es dans une composition visuelle, il y a pas de problème. Visuellement, tu as raison, ça ne raconte rien. Par contre, la photo, elle est faite avec soin. C'est bien cadré, il y a une bonne lumière. Je sais pas s'il y a eu de la retouche. Voilà. Mais il y a de l'idée. Il aurait peut-être fallu qu'il Mhm. continue son idée, tu vois? Et alors, on parle de mise en scène, hop, tu as le tout dernier qui est, donc Ludigui, où là, tu as carrément un monsieur qui nous a fait un cosplay de chat. Donc là, tu as la mise en scène, pareil, tu as le sushi que tu retrouves dans ses mains, tu as bien le chat, hop. Et en termes de propositions, je pense qu'on passe une petite vitesse supérieure. Tu as bien l'exposition du matériel abondant. Il a mis des petites phrases pour raconter, avec même des petits dessins, si mais tu passes sur les différentes photos, pour, raconter un petit peu le jeu. Je pense qu'on score un peu plus haut là sur les 4 critères. Je ne sais pas ce que toi tu en penses? Oui, oui, sûrement, oui. Voilà, donc vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Non, non, rien. C'est propre et tout, mais toi, depuis tout à l'heure, ce que je regarde, c'est aussi ce qui est marqué à côté. Ça reste quand même de la présentation et pas vraiment. Oui. Je comprends ce que tu veux dire. Alors, je le redis, hein, moi, je suis vraiment pas un aficionados de d'Instagram. C'est toi qui es,
les plus connaisseurs de ces réseaux sociaux. Mais il me semble qu'il y a un terrain qui est assez propice. Alors maintenant, je ne sais pas comment Man ID Games aurait travaillé, par exemple, le sujet. Ça serait intéressant aussi d'avoir son point de vue. Mais quand tu vois, par exemple, parce que moi, j'ai fait la même chose avec des comics et tout ça, effectivement, dans les comics ou dans les bandes dessinées, il y a on a ce côté-là où tu en as certains qui vont faire des cosplays et tout, mais derrière, sur le côté, c'est pas souvent le descriptif. Souvent, tu vas avoir d'autres choses, plus la mise en avant d'un certain point de c'est pas un quatrième de couverture qui est sur le côté. C'est plus la mise en avant du produit par rapport à quelque chose de plus précis, tu comprends? Oui, oui. Hem et peut-être que c'est, peut-être que c'est ça qui fait la force justement parce qu'on sait qu'en termes en ce moment là, pour tout ce qui est livres et bande dessinée, TikTok et Instagram sont une force de frappe qui est assez forte. Et c'est peut-être justement, alors je ne sais pas si c'est tant ça c'est toi qui pourrais me répondre. Est-ce que ce qui fait qu'un compte va avoir de la force de frappe, c'est sa popularité? Et est-ce que cette popularité-là, elle est liée à l'aspect artistique ou pas de la personne? Je ne sais pas du tout, tu vois? Bah, ça va vraiment dépendre de plein de choses. Je sais que, en tout cas, le réseau actuellement qui paye le plus, pas en termes de rémunération brute, dans le sens c'est le réseau qui te paye, mais plutôt par rapport aux marques qui te payent. Le réseau qui est le plus rémunérateur pour les influenceurs et les influenceuses, c'est Instagram. C'est celui où tu as les plus gros cachets pour ça. Donc ça veut dire que c'est un de ceux qui est considéré comme étant le plus engageant. Ça veut dire que ta communauté, quand on a une et qu'elle est suffisamment grande, ça veut dire que c'est des gens qui vont plus facilement passer à l'acte d'achat, ou en tout cas que tu vas pouvoir le plus impacter. Donc très certainement qu'il y a aussi bien un côté esthétique de mise en place, hein, c'est ce qu'on montrait tout à l'heure, là lui il n'y a pas, mais on pouvait voir là le fait de faire des belles fresques comme ça, ce qu'on appelle le feed, donc avoir un beau feed, tout ça c'est des choses qui se travaillent, il y a eu des périodes, moi je vous parle de ça il y a quelques années, mais tu avais par exemple le feed blanc pendant un moment, donc le but c'était d'avoir que des visuels blancs pour faire des choses assez jolies. Ensuite, tu as eu d'autres feeds qui sont arrivés. Donc je pense que ce qui compte, c'est autant la personnalité ou le persona qui se dégage du compte que de la proposition qui est derrière. Tu vois, on parle souvent à l'époque du compte Instagram du passe-temps qui était fait par Rachel, quand il était tenu par Rachel. C'était tout ce qui faisait Rachel, c'est-à-dire c'était pas que parce que c'était intéressant dans ce qu'elle racontait, il y avait une vraie, pour le coup, il y avait une vraie review derrière, elle expliquait bien, que aussi les photos qu'elle prenait, que aussi parce que c'était elle aussi qui prenait ça. Donc je pense que c'est un tout, mais j'avoue que je suis pas assez, ça fait longtemps que j'ai déserté tous ces réseaux et celui-là, pour savoir exactement ce qui s'y passe actuellement et comment ça tourne. Les retours que j'ai, moi, des éditeurs avec qui je parle de ces sujets, c'est plutôt que c'est une zone un peu qu'ils essayent comment dire, d'investir. Parce que Facebook est en train de mourir à ce niveau-là. Donc voilà, je pense que c'est peut-être un peu trop tard, j'en sais rien. En tout cas, eux aussi commencent à se dire, ok, c'est Instagram qui compte, et je pense qu'à terme, il restera peut-être que Instagram, TikTok et YouTube. Bon, en même temps, il faut reconnaître que Facebook commence à être dépassé sur pas mal de points et essaye de rattraper les autres, plutôt que c'est un peu le problème de ce réseau, hein. C'est-à-dire que il a été précurseur à une époque et on sent bien qu'avec le temps, il est plus en train de courir après ce que les autres font qu'essayer d'innover à son tour, Oui. tu vois? Mais c'est Instagram, quoi. C'est Meta, donc c'est les deux. Donc ça serait pas étonnant qu'à un moment ça fusionne ou qu'il y ait un truc comme ça. Mais ils l'ont racheté Instagram. C'est pas eux à la base, hein. Si je Oui, dis pas bien de sûr. bêtises. Oui, Mais maintenant c'est Meta, quoi. Les deux, ça appartient oui. à Meta.
Mais justement, tu vois? Et c'est là où, je suis comme toi, hein, j'étais pas très connaisseur du, travail sur, Instagram, comme je le disais, parce que, j'y traînais pas beaucoup. Alors là, j'ai voulu mettre en avant des influenceurs, francophones, mais quand tu vois du côté anglophone, il y a aussi alors, peut-être aussi il y a une question de moyens, hein, peut-être du côté anglophone. C'est peut-être comme YouTube, tu vois? Mais, on sent aussi que tu as vraiment quelque chose d'assez artistique qui est très intéressant. Moi, je le redis, hein, juste la photo tout à l'heure de la boîte au milieu des sushis, c'est une idée qui peut paraître complètement banale, mais il y a pas grand monde qui l'a reprise, tu comprends? Je veux dire, l'éditeur, il y a pas pensé lui-même, tu vois? Alors qu'ils auraient pu, chez Pixie, commander sur Uber des sushis et faire une mise en scène, tu vois? Ils l'ont pas fait non plus, tu vois? Et je pense pas non plus que Combo Game, on a vu tout à l'heure leur page Kickstarter, ils semblent pas avoir non plus fait cela, tu vois? Alors que, bah, naturellement, c'est une mise en scène simple qui pourrait être utilisée par les éditeurs. Surtout que j'ai l'impression, moi, que le circuit, justement, crowdfunding et Instagram, les 2 mettant beaucoup en avant l'esthétique d'un jeu, c'est 2 circuits qui pourraient, très bien, concorder l'un avec l'autre. Autant pour mettre en avant une campagne, qui est en socio-financement que pour poursuivre, l'intérêt que tu peux avoir pour un produit une fois que la campagne est réussie et que le jeu va en boutique. Moi, j'ai l'impression, par exemple, que, un circuit allant plutôt de Kickstarter à, un shop sur Instagram, pour un jeu comme, Neko Syndicate, ce n'est pas c'est pas déconnant, tu vois? C'est quelque chose qui, pourrait servir le produit et quand même l'impression que le jeu, me paraît plus facile à vendre sur Instagram quand je vois alors il y a du travail, hein, de la part de Ludigid, mais je trouve qu'il fait un travail de vente qui est bien, qui est vraiment pas mal, tu vois? Et du coup, bah, ça tu vois, ce qui me paraissait un peu déconnant quand on avait traité la sujet sur le quand je dis déconnant, c'est-à-dire plus que c'est pas le genre de circuit qui, moi, m'intéresserait, quand on avait parlé justement du TikTok Shop. Là, d'un seul coup, avec une mise en avant plus culturelle que commerciale du produit, je me dis que ça peut être banger, tu vois? Voilà, là j'utiliserai le terme. Banger. Voilà, Ah, dites-moi ce que vous pensez de ça. Vas-y, je te donne la ouais, parole. ou si vous avez des comptes vraiment bien à mettre en commentaire, ça peut être cool. J'irai voir avec plaisir. Bon, voilà, mais mettez pas une liste à la con. Hein. Mettez vraiment un compte ou un truc pour nous dire voilà, il y a ça qui existe aussi et qui pourrait être chouette à découvrir. Mais c'est vrai que beaucoup d'annonces qui sont passées, bah, je crois que c'est Blue Orange, si j'ai pas de bêtises, je crois, hein, qui cherchait il y a pas longtemps un influenceur ou une influenceuse à recruter, donc pour produire du contenu, que la plupart des éditeurs ou des grosses boîtes en tout cas cherchent à devenir euh, leur propre communicant, enfin Mmh, influence. Je me rappelle plus du terme. Enfin, cherchent à développer leur marketing d'influence. Donc, ils cherchent ça. Et tu as beaucoup d'influenceurs, influenceuses, et notamment Instagram, qui a été un gros vivier de ouais. recrutement comme community manager chez les éditeurs et aussi, d'ailleurs, maintenant comment on appelle ça, en indépendant. Il y en a Mmh, beaucoup qui se sont lancés là-dessus et qui font ça, qui font du community manager, etc. Donc oui, ça reste quand même euh, des réseaux où tu apprends normalement, à mettre en avant l'objet, quoi. Après, bon, ça fait partie de l'industrie. Moi, à titre perso, vous le savez, je préfère parler des jeux en termes d'œuvres. Et d'ailleurs, quand j'ai fait les critiques, notamment la dernière de Popcorn, moi, c'est plutôt ce regard-là qui m'intéresse que le regard vendre, marketing, objet, mais ça mmh, fait partie de l'industrie aussi. Hein. C'est un des aspects du loisir culturel, qu'on le veuille ou non. mmh. D'ailleurs, j'ai oublié de le tout à l'heure, mais moi je trouvais ça assez drôle. Sur le site de Combo Game, tu as leur, politique de promotion, qui est donc, en espagnol, en anglais et en français et j'ai trouvé leur petit commentaire assez rigolo.
Ce qu'ils disent, Combo Game est un petit éditeur composé de 4 amis partageant une grande passion pour les jeux de société qui ont investi une partie de leur économie et une grande partie du peu de temps libre laissé par leur métier non ludique pour rendre possible leur jeu préféré. Cela signifie que nous disposons de très petits budgets et cela inclut la promotion et le marketing. Pour cette raison, nous ne pouvons pas offrir aux médias autant d'exemplaires que nous le souhaiterions. Cela signifie que dans de nombreux cas, nous pouvons offrir des conditions spéciales pour les médias qui, grâce à votre travail et vos efforts, font connaître ce passe-temps que nous aimons tant. Voilà, en gros, pas cette boîte. Oui, oui. Donc en échange, vous avez une remise, mais pas assez de boîte. Et ouais, je trouve ça, c'est sur leur homepage, hein, c'est sur leur devanture. Tu vois, ils ont mis en avant leur politique de promotion pour justement éviter peut-être de se faire pointer du doigt quand on disait oui, mais ils m'ont pas envoyé la boîte. Mais ça n'a pas empêché le jeu de se retrouver sur beaucoup de réseaux sociaux, notamment parce qu'à mon avis, là, lui, il coche pas mal de cases pour le produit Instagrammable. Heu, Peut-être c'est plus discutable auprès de Bellevue qui au final ne propose que des cartes, donc il a pas ce côté, profondeur et profusion du matériel, tu vois? Mais moi, pour moi, Bellevue racontait quelque chose, il y a moyen de le mettre en scène et il y a i je pense que le les 2 jeux, ont pourraient faire plaisir, à nos amis instagrammeurs. Bon, en même temps, je suis pas instagrammeur, donc ça serait plutôt à eux de me le dire, donc n'hésitez pas, vous êtes instagrammeur, à me dire ce que vous pensez de ces 2 produits, dans les commentaires. Je vais vous mettre les liens vers les 2 vidéos qu'on a partagées avec, qu'on a carrément fait avec, Jérémy, pour parler justement du sujet d'Asmodée et du, TikTok Shop. Est-ce que tu voulais, rajouter quelque chose, avant de conclure cette vidéo? Non, si peut-être, si vous êtes Instagrammeur, influenceur, influenceuse, vidéaste, que sais-je, et que vous aimez les jeux de société, vous pouvez nous écrire et potentiellement on pourrait vous envoyer une boîte ou deux de Brise Neurone. Bref. Sur ce, eh ben, bonne continuité à vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye YouTube, bye bye, les podcasts à qui j'ai oublié de dire bonjour en début de vidéo, mais c'est pas grave. Parce que d'ailleurs, c'est toi qui as dit bonjour en début de vidéo. Ciao, ciao, coccinelle.